Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Ava Mengo Tsi Muniao. Les Mahorais savent ce que je viens de dire, et toi aussi maintenant. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle, et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, humoriste, entrepreneur, comédien, acteur, homme de cœur, homme de terrain, philanthrope, l'homme que l'on nomme Malik Bentala. Yes, mon gars. Comment tu vas, Malik? Ça va là, tu vas bien? Au top, mon frère. Et toi? Très heureux d'être là. Franchement, c'est un honneur de te recevoir, frérot. Ça fait pareil. longtemps. Toi, Ouais. tu sais, mais les aléas ont fait que ça a pris plus de temps que prévu. En tout cas, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions sincèrement d'avoir fait le déplacement, mon frérot. Merci à vous, c'est un honneur d'être là, vraiment. Ça tue, ça tue, ça tue. Dis-moi, Malik, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, du moins le peu de personnes? Non, il y en a encore. Malik Bentala, 33 ans. Je suis né dans le Gard, à Bagnols-sur-Cèze, dans une ville dans le Gard, entre Nîmes et Avignon. Et arrivé sur Paris à 17 ans. Et depuis, je fais de mon mieux. Bien. Comme on dit. C'est très bien. On va faire un flashback, Malik. Ici, Ouais. on a tout le temps. Bien on va sûr. parler de ta life, du jeune Malik. Alors, dans le Gard, dans ton petit village, arrête-moi si je me trompe, c'est Ouais. bien un petit village? Une petite ville. Une petite ville? Ouais. Pardon, alors. Non, ça change tout. Dis-moi, il était comment le jeune Malik déjà? Un peu dans son coin, devant la télé, beaucoup. Ça, on va en reparler tout à l'heure, je pense, mais j'ai grandi avec beaucoup d'émissions de télé. J'ai longtemps été fils unique, jusqu'à mes 12 ans. Après, j'ai eu une petite sœur. Mais voilà, j'étais assez bon élève à l'école, mais assez blagueur déjà. Ouais, grand blagueur en classe. Je trouve que la salle de classe, c'était le bon endroit pour tenter les petites punchlines. Mon défi, c'était de sortir la bonne vanne sans que la prof ou le prof m'engueule derrière. Tu vois, il fallait qu'il rie lui aussi ou elle aussi. Donc, c'était mes premières scènes, on va dire. Ouais, mais tu savais tu savais te défendre un petit peu parce que généralement les chambreurs, soit ils courent vite, soit ils savent se défendre. Ni l'un ni l'autre. Comme tu peux le voir. Ni je cours vite, je cours comme dans les rêves, au ralenti, tu sais, tout doucement, et je sais pas me battre. Mais par l'humour, j'essaie toujours de m'en sortir à travers une bonne vanne ou sinon, je me cachais. Mhm. J'essaie de me cacher. D'accord, Malik, c'est très bien. Et voilà, c'est important, ce fameux flashback, parce que tu sais, nous, on a reçu Jason Brokers, que je salue également, et qui a grandi en province. Et il me disait que c'était pas évident pour un jeune rebeu, justement, de vivre dans des villes reculées. Ouais. Pourquoi? Parce que discrimination, parce Bien que sûr. parfois la famille était mise de côté, etc. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as vécues, toi, à titre perso? Écoute, à titre personnel, je l'ai pas senti parce que dans ces villes-là, tout le monde se connaît un peu. C'est de génération en génération, les familles sont là depuis longtemps. Mais c'est vrai que, et quand t'es petit, tu le vois pas. Moi, au départ, je voyais pas tout ça, toute cette discrimination, surtout dans notre génération. On voyait pas, on se mélangeait, on était entre copains. Il n'y avait pas de musulmans, de juifs, de bouddhistes, de chrétiens. On était juste des potes. Et c'est vrai que mes parents, en tout cas, ont fait en sorte de m'épargner tout ça, de faire en sorte que je manque de rien. Et c'est pour ça que je les aime fort. D'ailleurs, je leur rends hommage. Et ils ont fait en sorte que je puisse rêver, en fait, que je m'interdise pas de rêver. Et quand je regardais les films, par exemple, de Steven Spielberg, que ce soit Indiana Jones, Jurassic Park, je me disais pourquoi pas un jour. Mhm. Et c'est vrai que ça m'a vachement aidé, moi, tous ces films, toutes ces émissions de télé. Ça me permettait de m'évader, ça me permettait de penser à autre chose. Mais la différence en province, c'est que tout est loin. On est loin de tout. À Paname ou en banlieue parisienne, j'ai l'impression qu'on est à 1 heure un peu de tout. Tu prends le RER, tu peux prendre le métro. En province, on est très loin. Si t'as pas le permis, si t'as pas de voiture,
Parfois, le premier centre commercial, il se trouve à 60 km, 70 km. Donc, C'était quoi la ville la plus proche de la chez ville, toi? la ville la plus proche, c'était Avignon. Ok. C'était Avignon et elle était à une trentaine de bornes de chez moi. Mais c'est vrai que quand t'es jeune, c'est compliqué. Si t'as pas de voiture, si tu connais pas, c'est compliqué de te déplacer. Donc, on s'ennuie. Il y a l'ennui qui prend vite le dessus. Mhm. Et après, soit tu réfléchis, tu crées. Très tôt, j'ai commencé à noter des idées. Je pense 15, 16 ans, j'ai commencé à mettre des idées de côté quand j'ai vu les premiers spectacles. Il y a un spectacle qui a changé ma vie, c'est le premier spectacle de Gad Elmaleh, Décalage. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce spectacle, mais il y avait un sketch qui m'avait marqué qui s'appelait La chèvre de Monsieur Seguin. Et quand j'ai vu Bien ce sûr, sketch, bien sûr. je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas? Et puis Les Inconnus aussi, beaucoup avant. D'accord. Les Inconnus, moi, les sketchs des Inconnus, ça a changé ma vie. Donc voilà, je commençais à mettre des petites idées de côté et j'avais toujours une idée derrière la tête de me dire, un jour, je tenterai l'aventure sur la capitale. C'est très bien, Malik, c'est très bien. Et comment toi t'occupais ton temps libre? Parce que, encore une fois, tu n'étais pas dans une grosse ville, etc. Et je suppose que les activités n'étaient pas les mêmes. Ouais. Le foot, beaucoup. J'occupais mon temps libre avec du foot, avec les potes, que ce soit des fives, que ce soit des matchs officiels. J'ai longtemps été, j'avais un petit niveau au foot, hein, avant Sérieux? avant que le McDo prenne le dessus ou surtout le filet aux fiches et tout ce qui s'ensuit, les kebabs. Mais le foot énormément. Et après, comment j'occupais mon temps libre, franchement, c'était la PlayStation. On faisait vite le tour, hein, la Play, la télé, le foot et les potes. Traîner avec les potes, rigoler, se chambrer. On rejouait des scènes de kickboxer. Moi, j'ai beaucoup grandi avec Jean-Claude Van Damme. Bien. Kickboxer, Bloodsport. C'est pour ça que Van Damme, d'ailleurs, c'est marrant, dans le film que je viens de faire, je le remercie à la fin. Parce que j'avais l'impression que c'était quelqu'un de ma famille. Je refaisais le coup de pied sauté. Tu sais, genre, des fois, quand je me battais à l'école, je pensais comme lui. C'est genre, je faisais comme ça. Je me concentrais, je repensais à mon maître. Et c'est tout ce... Voilà, c'est tous ces gens-là qui m'ont accompagné. Jean-Claude Van Damme, Michael Jackson, Tupac Shakur. C'était mon petit monde. J'avais mon petit monde avec moi, en fait. C'est très bien, c'est très bien. Et Malik, tu rends tout le temps, hommage à tes parents parce Ouais. que tu dis que t'es fils d'ouvrier, clairement. Ouais. Et comment ils t'ont inculqué ces valeurs, justement, parce que tu ne roulais pas sur l'or, parfois les fins de mois étaient difficiles, etc. Moi, je veux tout connaître, je veux tout Ouais. savoir, frérot. Comment déjà mes parents, c'est vrai que il faut leur rendre hommage et encore aujourd'hui avec de la maturité, parfois j'ai pu faire des maladresses dans les médias auparavant, dire que on s'en rend pas compte, mais on a tendance à dire oui, nos parents n'avaient rien ou c'était difficile. Et en fait non, avec le temps tu te rends compte que ils nous ont tout donné. Ils nous ont tout donné. Le plus important, c'est le respect. Ils nous ont inculqué le respect, ils nous ont inculqué l'amour de son prochain. Et c'est vrai que plus je grandis, plus j'aime les miens, j'aime les gens. J'aime les gens. Pour moi, c'est souvent quand je m'arrête et là, à la fin des spectacles, à la fin des one man, c'est important pour moi de m'arrêter avec chacune des personnes qui est dans la salle dès que je le peux. Parfois, malheureusement, il y a des impératifs, mais dès que je peux, c'est mon père, il m'engueule, moi, des fois, mon père, quand il vient et qu'il voit que j'ai pas le temps, que je dois aller faire une émission ou que je dois aller quelque part et que j'ai pas le temps de faire des photos avec tout le monde, il m'en veut. Mon père, il me dit non, tu restes, il faut que tu fasses des photos avec tout le monde. S'il n'y a pas les gens, t'es pas là. Et parce que moi-même, j'ai été fan. Moi-même, j'ai été fan. Je suis allé au Camp des Loges quand j'étais petit. Je suis monté de province et j'ai attendu dans le froid avec mon père. Et les gens, et les footeux, ils passaient en voiture comme ça sans s'arrêter. Et j'étais dégoûté. Je voyais mon père encore plus dégoûté pour moi. Parce que mon père voulait me faire plaisir. Donc, moi, c'est important. Vraiment, j'aime les gens. Mon père, il m'a fait grandir. On parle de valeurs, mais mon père, il m'a fait grandir avec Mohamed Ali. Il m'a fait grandir avec Malcolm X. Très tôt, il m'a mis devant des films qui ont changé ma vie ou devant des reportages. Ali, moi, tu rentres chez moi, il y a des photos d'Ali partout. Pour ça que j'ai du mal avec, même si c'est un grand boxeur, j'ai du mal avec Floyd Mayweather aujourd'hui. Parce que quand t'as connu mon père, il m'a inculqué tous ces grands champions poids lourds, Frazier, Ali, Foreman. C'était incroyable, cette époque. Donc ouais, mon papa m'a vachement inculqué ce genre de valeurs, ce genre de films, comme je te parlais de Denzel avec Malcolm X, le cinéma aussi. Et ma mère, elle m'a inculqué l'amour de son prochain. Donc ça a été un mélange de tout ça. C'est très bien. Et justement, le fait de
poursuivre l'école, d'être un bon élève studieux, tu disais que tu avais des facilités, etc. Ouais. C'était quoi? C'était pour leur rendre hommage ou toi, tu rêvais déjà de Paris, des strass? Enfin, strass, Ouais. c'est pas péjoratif quand je Non, le non, dis. non, hein, bien tu vois sûr, ce bien que je veux sûr, dire. ouais, bien sûr. Non, en fait, pour être totalement honnête, l'école, c'était pour mes parents. L'école, c'était pour leur faire plaisir, leur rendre hommage, pas les décevoir. Parce que je voyais que ils étaient heureux quand j'avais des bonnes notes, mais l'école, c'était pas du tout pour moi. Mais en même temps, j'avais des facilités de mémoire. C'est-à-dire que je travaillais pas chez moi. J'arrivais, je jetais mon cartable et j'allais jouer à PES à l'époque. C'était même ISS. International Super ouais, soccer, je crois que c'était ça, ouais, exactement. ISS. Et à chaque fois, mes parents me disaient, mais t'as pas du travail? Je dis, non, je l'ai déjà fait, je suis en avance. Mais je me rappelais souvent j'avais une bonne mémoire, tu vois. Déjà, peut-être les prémices de la scène après, pour retenir le texte et tout. J'ai toujours eu une facilité. Et donc, après, moi, je voulais que les profs disent à mes parents, votre fils travaille bien. Et je voulais que mes parents soient heureux. Mais j'avais déjà en tête l'idée de partir. L'ennui me rongeait un peu. Et j'avais déjà tu sais, pour être totalement honnête, l'école, ça a un peu changé ma vie dans le sens où j'ai rencontré une prof d'espagnol en terminale. Et c'est ma prof d'espagnol de terminale, Madame Dupuis, qui un jour a convoqué mes parents et leur a dit « Ouais, il faut que votre fils il monte à Paris, il faut qu'il tente sa chance. » Parce qu'elle me voyait à l'école un peu faire les vannes, faire le con un petit peu. Et elle leur a dit « Il faut mettre ça à profit, je suis sûr qu'il a du talent. » Et mes parents, si c'est moi qui leur demande de monter à Paris, ça marche pas. Mais si c'est une prof, la parole d'un prof ou d'une prof, pour les parents, c'est important. Et mon père a dit pourquoi pas 1 an pour essayer, si la prof le dit. Ma mère, elle avait plus de mal. Une maman qui laisse partir son fils à Paris, dans la jungle parisienne, alors qu'on vient de notre petit coin de province, c'est dur. Avec du recul, je comprends, mais à l'époque, je comprenais pas pourquoi elle voulait pas. J'avais l'impression qu'elle voulait pas me laisser réaliser mon rêve et je me suis dit, mais pourquoi elle veut pas? Mais aujourd'hui, je me dis, mais c'est fou qu'ils aient accepté. Et me voilà parti sur Paris grâce à ma prof d'espagnol et à mes parents. Ah, c'est bien beau tout ça. Et c'est bien de lui rendre hommage à cette fameuse prof. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a des profs, parfois, on a souvent du mal avec les profs. J'ai vu qu'il y avait eu quelques soucis ces dernières années entre certains élèves, certains profs, mais il faut aussi rendre hommage aux profs qui changent des vies. On a beaucoup de professeurs qui nous font basculer dans un autre monde et il y a des profs qui aiment l'art. C'est souvent, c'est marrant en plus, c'est souvent des profs de lettres, des profs de philo. Et après, pas tout le temps. Moi, j'ai un prof d'éco aussi, Monsieur Lopez, je m'en rappelle. On parlait beaucoup de bouquins, on parlait beaucoup de rap. Mais tu vois, c'est marrant parce que autant il y a des choses, moi, que j'ai vite oubliées, les équations, les inéquations, les logarithmes, les multiplications à virgule avec machin. Et finalement, il y a des choses qui m'accompagnent, j'en parlais il n'y a pas longtemps, il y a des choses qui m'accompagnent encore aujourd'hui, qui à l'époque pouvaient nous paraître de l'ordre du détail. Si je te dis, j'avais un prof de musique un jour qui nous a montré un film qui s'appelle La vie est belle, de Roberto Benigni. Et il nous a fait écouter la BO de ce film. Et en fait, ça m'a bouleversé. Et j'osais pas le dire devant mes potes. Mais ça m'a tué. Et encore aujourd'hui, quand je l'écoute, ça me fait quelque chose. Et 15 jours après nous avoir fait écouter cette BO, il nous a fait écouter du Passy. Je connaissais pas trop Passy. Moi, j'étais jeune. Et ça m'accompagnait. Le Maton me guette. Il nous a expliqué comment il avait écrit Le Maton me guette et tout. Et cette chanson m'avait bouleversé. Et je suis tombé fou de Passy à cette époque-là. Bien. Et en fait, il y a des profs, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des profs qui sont ouverts aussi sur le monde qui les entoure, sur l'époque qui les entoure, qui savent choper l'air du temps. Exact. Tu vois, je vois plein de profs aujourd'hui qui font passer des messages importants à travers le hip-hop. C'est une culture maintenant, le hip-hop. Et on peut pas l'écarter d'un programme scolaire. Aujourd'hui, les 3/4 des enfants écoutent du hip-hop. Je te dis un détail, à l'époque, quand on avait un problème de maths et qu'il y avait marqué Clémentine, Mathieu et Hervé, je me sentais exclu. Aujourd'hui, je kiffe voir Karim, Mamadou et Mathieu ou Samira. Et ça y est, ça progresse. Ça progresse. Et un bol avec marqué mon prénom. C'est génial aujourd'hui. À l'époque, je pouvais pas. Ou quand on partait en classe de neige ou en classe de découverte et que tout le monde revenait avec son bol et que moi, je prenais Michael parce que ça commençait par un M. Mais tu vois, tout ça progresse, tout ça change et c'est génial. Ça va vers le mieux. Et c'est bien de rendre encore une fois, je vais pas m'éterniser sur Madame Dupuis. Ouais, mais parce que j'ai cru comprendre qu'elle voulait devenir danseuse de flamenco. c'est ça.
C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Exactement. Et justement, le fait de te dire, toi, jeune étudiant, jeune, un peu fougueux, de Ouais. te dire, de croire en tes rêves, c'est vraiment beau ce qu'elle a fait. Elle m'a dit cette phrase, t'as entièrement raison. Elle m'a dit, je voulais faire du flamenco et j'ai pas eu la chance d'en faire. Et c'est vrai, quand elle m'a dit ça a eu de l'écho chez moi. Je me suis dit, waouh, je vais tenter. Mhm. Si je me rate, c'est pas grave. En fait, c'est même pas une question de réussir. Faut le dire aussi aux jeunes qui nous écoutent ou aux plus âgés. C'est pas une question de réussir, c'est une question d'essayer. Je préfère vivre avec un échec que vivre avec des regrets. Et bien. Ouais. Et c'est bien vrai tout ça, Ouais. c'est bien vrai. Et pour retourner sur la partie scolaire, voilà, tu as eu ton bac à 17 ans. Là, finalement, t'as pas trop laissé le choix à tes parents Ouais. que de partir à Paris. On est à peu près en quelle année là? On est à peu près en 2005. 2007. 2007? 2007 à ce moment-là. Ouais, D'accord, exactement. 2007. Ouais. Ok, très bien. Mais là, encore une fois, tu pars à Paris, pas sur un coup de tête, mais presque, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais comment tu fais? Parce que là, tu quittes ta petite ville, tu te retrouves dans une capitale Ouais. et tu sais pas quoi faire finalement. Ça a été J'arrive, quoi la suite? Écoute, j'arrive à Paris. À ce moment-là, la chance qui me permet de monter à Paris, c'est que j'ai ma tante qui y vit. Ma tante qui vit à Charenton-le-Pont. Ok. Voilà, donc j'arrive à Charenton-le-Pont et au début, je prends mes marques chez ma tante. Je reste là-bas 6 mois et elle m'héberge quand même 6 mois, donc heureusement qu'elle était là et je décide je suis au cours Florent à ce moment-là, une école de théâtre, mais je suis obligé de la payer moi, donc je travaille en parallèle. C'est une école de théâtre qui à cette époque coûte cher et encore aujourd'hui, elle coûte très cher. C'était 350 € le mois. Donc moi, à cette époque, je peux pas payer ça. Mhm. Et il faut que je trouve un taf. Donc quand j'arrive à Paris, je trouve un taf au Starbucks des Halles. Et j'arrive au Starbucks des Halles et je connais rien. En plus, c'est un truc de quinri, tu vois. Donc ils arrivent, ils me disent ouais, donc tu vas t'occuper de la check food, puis après tu vas faire les lunchbacks, et après tu feras la close en open sky to the door. Moi, j'arrive de ma province, j'ai encore de la paille dans les cheveux, tu vois. Et je comprends pas. Je suis là, c'est la première fois de ma vie que je vais travailler pour réaliser mon rêve, et j'ai 17-18 ans. Je suis au top de ma vie. Je suis indépendant dans ma tête. Ça y est, je suis sur le point de réaliser mon rêve. Je suis à Paris, je suis au Starbucks, je travaille au Starbucks. Et en plus, ce qui est fou, pour ceux qui sont déjà allés au Starbucks des Halles, c'est-à-dire que juste à côté, t'as l'UGC, t'as le cinéma. Ouais. Et à chaque pause, je suis là, je suis calé, je regarde les affiches. Et tu vois, c'est marrant, quand j'en parle, et j'ai encore des frissons, je me dis, c'est un film. Et je regarde les affiches et je me dis, ah ouais, imagine un jour, je fais un film et tout. Et là, j'en parlais à l'époque avec mon supérieur. Il me dit, ah bah c'est ça, ouais, allez, retourne bosser. Et je te jure que je suis pas en train de dire ça pour romancer la chose, parce que je suis pas en train de réécrire l'histoire. Je me rappelle très bien de ces moments où, après, je peux pas leur en vouloir, parce que t'arrives, t'es là, le mec, tu lui dis, je vais faire un film, et je retourne bosser, et ça se passe pas très bien au Starbucks. Et en parallèle, je fais mes cours de théâtre. Et en parallèle, j'essaye de trouver d'autres boulots, mais ça marche pas. Donc, à un moment donné, je m'y retrouve plus parce que je bosse trop, je vais pas assez aux cours de théâtre. Donc, je dois arrêter. J'arrête les cours de théâtre au cours Florent. Le Starbucks, pareil, j'arrête en même temps à peu près. Donc, je me retrouve sans rien. Il faut que je trouve un appart parce que même moi, vis-à-vis de ma tante, je peux pas rester indéfiniment. Tu vois, ça fait 6 mois que je suis chez elle, 8 mois à peu près. Et là, je suis sur le point de tout arrêter, de rentrer dans le sud, parce que ça tourne en rond, en fait. Ça tourne en rond. Le Starbucks, ils m'ont dégagé. Et les cours de théâtre, j'y allais pas assez. Donc, et puis, je sais pas, ça me correspondait pas. C'était, certes, j'ai pu lire des livres et des pièces que j'aurais jamais pu lire auparavant, que ce soit des pièces de Molière, des pièces de Feydeau, Coltès. C'est des choses que ça m'a apporté à ce niveau-là. J'ai ouvert des choses que j'aurais peut-être pas ouvert. Mais je m'y retrouvais pas. Je voulais H. Ouais. Et je voulais Eric et Ramsey. Et je voulais Jamel, Gad, Omar et Fred. Et je voulais ça. Et j'étais pas à ma place au cours Florent. Et donc là, je me retrouve à ce moment-là. Je suis sur le point de partir de chez ma tante, de rentrer dans le sud. Je suis sur le point de tout abandonner. Et je me rappellerai toute ma vie. C'est à ce moment-là, j'ai envie d'aller. Je sais pas, je me balade à Paris, je traîne à Paris, je me balade sur le point. Tu sais, je respire une dernière fois Paname presque avant de revenir. Pas grave, j'ai essayé, comme je t'ai dit, je préfère vivre avec des échecs que vivre avec des regrets. Donc je suis là, je me balade et je tombe devant le point-virgule par hasard.
un café-théâtre qui s'appelle le Point Virgule. Et je regarde et j'ai un souvenir. Ça me percute. Je me dis, mais c'est là que Eli Kaku a capté un de ses spectacles. Et moi, Eli Kaku, Madame Sarfati, légende. Et je rentre dans le Point Virgule. Et c'est minuscule. Je te jure, je rentre. Ça doit faire vraiment, c'est minuscule. Ça doit faire la taille d'un tout petit salon, vraiment. Et je me rappellerai toute ma vie, en hauteur, il y a un mec qui est en train de ranger des câbles. Et je lui dis, excusez-moi, je cherche le Point Virgule. Et il me dit, mais t'es dedans. Je dis, mais c'est impossible. Ça peut pas être le Point Virgule, ça c'est... Et il est mort de rire. Il me dit, si, c'est ça. Je dis, mais c'est ça le Point Virgule. C'est légendaire le nom et c'est tout petit. Il dit, oui, ben, c'est justement pour ça que c'est légendaire. C'est parce que c'est une toute petite salle et les plus grands de l'humour sont passés par là. Et je dis, vous avez pas des scènes ouvertes ou quelque chose Là, tout s'aligne dans ma tête. Je me dis, allez, dernière chance, j'y vais. Je tente le coup. Il n'y a pas des scènes ouvertes. Il me dit, si, il y a des scènes ouvertes. Ça s'appelle les 30 points. Et c'est la semaine prochaine. Je dis, ah, ok, je peux m'inscrire. Ouais, inscris-toi. Et là, je m'inscris et j'attends. J'ai cette petite lueur d'espoir, cette petite flamme qui est en train de s'éteindre, qui se ravive. Tu vois, je me dis, ah. Et je me dis, et si finalement, donc j'étais sur le point de redescendre dans le sud et j'appelle mes parents et je mange. Je dis, ouais, il y a le Point Virgule qui veut me voir. L'erreur que je fais à ce moment-là, c'est que je crois que l'humour, c'est simple. Mais comme tout, en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la force des grands, c'est de te faire croire que c'est pas un effort ce qu'ils sont en train de faire et qu'il n'y a pas de travail derrière. Un exemple, Michael Jackson, quand il fait le moonwalk. La première chose qu'on fait, nous, c'est d'essayer de le faire. Parce qu'à la télé, ça paraît facile. Zidane, quand il fait une roulette, tu crois que c'est facile, donc tu essayes de le faire. Et là, pareil, pour l'humour, quand tu vois les humoristes, que ce soit Jamel, Gad, Eric, Ramzy, tu te dis, mais en fait, eux, le but du jeu, c'est quoi? C'est de te faire croire que c'est une discussion qui sont passés là et qui parlent avec toi pendant 1h30, 1h45. Mais quand tu rentres dans le dur, tu te rends compte que c'est un travail d'acharné. C'est le moindre effet, la moindre virgule. Et moi, donc, quand j'arrive la semaine qui suit au Point Virgule pour faire ce casting, je prépare rien. Je me dis, à cette époque-là, en plus, je me dis, vas-y, je vais jouer sur la facilité. Je vais faire 2-3 accents. À cette époque, c'était on fire. À l'époque, je vais parler de ma condition de rebeu à l'école, machin, truc. Et j'arrive. Je me rappelle, c'était assez incroyable parce que on aurait dit un cirque, le truc. T'arrives au casting et il y a des magiciens, des dresseurs, des jongleurs, des mecs qui sont déguisés avec des perruques, des nez de clown et tout. Et toi, t'es là, t'as rien, t'es assis, t'attends. Et à cette époque-là, le one-man un peu stand-up, comme c'est arrivé par la suite au Jamel Comedy Club, je te parle de ça, on est en 2008. Ça s'est pas démocratisé encore. Donc j'arrive, je monte sur scène. Et là, il y a le directeur du Point Virgule, Jean-Marc Dumonté, qui je crois qui est encore d'ailleurs le propriétaire du Point Virgule. Il y a la directrice aussi... Non, il y a le propriétaire du Point Virgule, Jean-Marc Dumonté. Il y a la directrice qui s'appelle Antoinette Collin. Okay. Et il y a Alex Lutz, élément crucial, qui est là aussi. Et c'est eux qui font passer, c'est pas n'importe qui, tu vois, ils font passer ces trois-là, les essais, les castings et tout. Et arrive mon tour. Et là, je monte sur scène et mon cœur, il s'accélère. Parce que dis-toi que c'est la première fois de ma vie que je monte sur scène. Moi, quand je suis au cours Florent, c'est des pièces de théâtre, c'est pas pareil. On est plusieurs sur scène, on se donne la réplique. Là, c'est la première fois de ma vie que je monte sur une scène. Et mon cœur, il s'accélère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je bascule de l'autre côté, où je me lève du siège de spectateur et que je monte sur scène, il y a un truc où, ah ça y est, c'est juste la position de lève-toi de ton siège et tourne-toi et mets-toi face au spectateur. Je suis paniqué. Il y a 12 personnes, je suis en panique. Et je commence à bégayer, je commence à dire n'importe quoi. Ça se passe mal. Et plus ça se passe mal, plus c'est les sables mouvants, quoi. Tu vois, plus tu dis, oh non. Et ça dure 5 minutes, c'est les 5 minutes, et là, j'ai les plus longues de ma vie. Je me dis, putain, la dernière chance que j'avais, et je viens de la gâcher. Je me dis, je m'en veux à ce moment-là. Je m'en veux, je me dis, mais t'es nul. Et donc il rentre, finalement, tu vois, et on est là, ils disent qu'ils gardent. Donc on garde toi, ça arrive à moi, ils me disent, on ne garde pas. Non, évidemment, tu vois. Et je vais pour partir. Et là, je suis abattu, tu vois, je m'en rappellerai toute ma vie. Je vais pour partir et tout, j'ai mon sac. Et il y a Alex Lutz qui arrive, qui me tape sur l'épaule et tout. Je dis, ouais.
Il me dit, ah, c'est pas travailler. Je dis, mais il veut quoi, lui? Bien sûr. J'étais là, hein, j'ai vu que c'était pas travailler. Il me dit, mais t'as un truc. Je dis, qu'est-ce qu'il veut, lui? On est méfiant. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai un truc de quoi? Il me dit, non, t'as un truc. Tu t'habites où? Tu fais quoi? Il commence à me poser des questions et tout. Et là, n'importe qui aurait pu arriver, je m'accroche. Je dis, j'habite là. En fait, je lui explique ma situation. Et je lui explique que ça y est, c'est fini, je vais rentrer. Et là, je vois sa tête, elle change. Il me dit, mais hors de question, tu rentres pas dans le sud. Il me dit, mais t'as un spectacle, un truc? Je dis, bah non, comme vous voyez, j'ai rien, j'ai pas de spectacle et tout. Il me dit, donne-moi ton numéro et tout. Je donne mon numéro. Petite flamme, qui revient un petit peu. Je rentre chez ma tante et le lendemain, il m'appelle. Il me dit, on peut se voir et tout? Je dis, ouais, avec plaisir. On va se voir, s'assoit dans un café et il me parle d'auteurs. Il me parle de gens qui ont écrit des bouquins. Amin Malouf. Il me parle de Samarcande, un bouquin, un roman. Il me parle de plein de choses. Il me parle de l'Algérie. Et je vois que c'est un amoureux des lettres, un amoureux de l'Afrique, un amoureux du théâtre. Et en fait, en lui, je revois Madame Dupuis, quoi. Je me dis, ok. Et on discute, et on parle de tout et de rien. Et il me dit, tu veux qu'on se revoie encore? C'est marrant, ça me rappelle une échelle différente, ça me rappelle un peu en le racontant Will Hunting. Tu vois ce truc entre Matt Damon et Robin Williams dans le film. Et je dis pas que je suis un génie, loin de là, mais ce rapport et on se revoit et on parle de la vie et tout. Et il me dit, j'aimerais bien te faire lire des textes sur scène. Je dis, ouais, mais frère, j'ai pas envie de faire ça, moi. À cette époque-là, je suis bête. Je dis, j'ai pas envie de faire ça et tout. Il me dit, si, il faut que tu lises des scènes. Je voudrais te faire lire des poèmes sur scène et tout. Je dis, non, j'ai pas envie. Je préfère rentrer dans le sud. Et après, il voit que je suis borné là-dessus et tout. Et il me dit, ok. Et il me dit, donc, tu cherches un appart, là? Je dis, ouais. Il me dit, t'as de l'argent et tout? Je dis, non, j'ai pas d'argent. J'ai pas de travail. Je dis, j'ai plus rien, là. Il me dit, ok, je vais me porter garant pour ton appart. Je dis, mais lui, il a pété un boulard, lui. Il veut, en fait, je dis, il veut quoi? Moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, en plus, avec les parents qui t'ont dit, méfie-toi. Exact. Tout le temps, méfie-toi, fais attention, Paris, fais attention. J'écoute ce que m'ont dit mes parents, méfie-toi. Donc là, je me méfie. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais j'ai pas le choix. Quelque part, c'est un peu le chemin, la frontière entre méfie-toi et tu perds la chance de ta vie. Qu'est-ce que je dois faire? Mais excuse-moi, je rebondis sur ta tante. Ouais. Elle t'a fait sentir que t'étais plus à ta place? Pourquoi t'as voulu absolument partir? Jamais je pourrais. Non, elle m'a pas fait sentir Tu ça. vois ce Mais que c'est je veux ouais. dire? Mais parce que c'était moi, en tant qu'homme de 17-18 ans. Jamais ma tante, j'aurais pu rester chez elle 2, 3, 4, 10 ans. Mais tu le sens. Et là, quand t'es chez de la famille, va chez de la famille un moment, tu sens qu'à un moment donné, même toi, pour ton intimité, pour grandir, pour t'émanciper, je suis pas parti de chez mes parents pour vivre chez ma tante. Je sentais que même moi, mon évolution en tant qu'artiste, entre guillemets, elle devait passer par mon indépendance. Tu vois, à un moment donné, je traînais dans Paris, je rentrais du travail. Et parfois, je rentrais, je faisais du bruit, je réveillais. Ma tante, elle était avec son mari, travaillait tôt le lendemain matin. Et je m'en voulais. Il se lève, tu vois, je lui dis, désolé, pardon, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je peux pas. Et tu vas arriver chez toi, tu te poses. T'es chez toi, quoi, tu vois. J'avais besoin de me sentir. C'est pas que je me sentais pas à l'aise, mais j'avais besoin de me sentir chez moi. Donc, pour moi, c'était crucial, ce déménagement. Et donc, je me méfie un peu, mais j'accepte de le revoir. Et il se porte garant, on visite des apparts. Et en plus de ça, il me dit, écoute, l'appart, tu vas le payer comment? Je dis, je sais pas. Tu me poses des questions, je sais pas. Et je sais pas. Je lui dis, je sais pas. Il me dit, ok, au point virgule, il cherche des tracteurs. Pas des tracteurs, Oui. des gens pour tracter des flyers pour les spectacles. Il me dit, est-ce que ça peut t'intéresser? Je dis, mais même moi, tout, avec plaisir. Je veux travailler, je veux gagner ma vie, je veux rester là. Je suis un hustler. J'ai envie, j'ai faim, j'ai 18 ans à ce moment-là, je veux croquer le monde. J'ai peur de rien, je veux y aller. Si c'est à refaire tout ça maintenant, je le referai pas. À 33 ans, jamais. Parce que j'ai plus de recul sur ce que j'ai pu faire à l'époque, comme un ouf.
Et donc, il me dit, OK, il cherche des gens pour tracter. Et donc, c'est tous les soirs de 17h à 22h. Et je dis, OK, je suis ton gars. Pas de souci. Et là, c'est parti. On trouve un appart. Il se porte garant. Et je commence à travailler. Il était où l'appart? L'appart, il était boulevard de l'Hôpital, en plus. Un appart, il faisait 18 mètres carrés. Et je me rappellerai très bien, 14 bis boulevard de l'Hôpital. Quel arrondissement? C'était 13e. C'était le 13e. C'est en face de la gare d'Austerlitz. Ok. C'est, tu vois, le jardin, la mosquée de Paris. Bien sûr. Pas loin de la mosquée de Paris, tu vois. Donc, je suis là-bas. J'ai mon chez moi, je rentre dedans. Ça fait 18 ou 17 mètres carrés. J'ai l'impression que ça en fait 150. Et je me rappellerai toute ma vie de cette première nuit que je passe là-bas. Il y a un truc qui m'a traumatisé, c'est que le métro aérien, il passait à 10 mètres de là où je dormais. Et moi, je viens de province, n'oublie pas. Et puis, j'ai fait Province-Charenton. C'est pas Paname. Charenton, c'est calme. Et là, j'arrive, je suis à Paname tout seul. Et je me rappellerai toute ma vie de la première nuit, le métro aérien qui passe et tout l'appart qui tremble. Et je suis seul. Et moi, j'ai toujours voulu ce moment. Et je suis terrorisé. Je sais pas pourquoi. Je suis terrorisé, pas par le fait de dormir tout seul. Je suis terrorisé par le fait de dire, OK, vas-y, c'est l'heure maintenant. Il n'y a plus ton père, il n'y a plus ta mère. Enfin, ils sont plus là. Il n'y a plus ta tante. Maintenant, c'est toi. C'est toi, il faut que... Et il y a ce métro aérien. Cette nuit-là, elle m'a marqué. La première nuit que je passe en étant seul à Paris. Mais tu sais, je vais rebondir sur quelque chose. Il y a peu de temps, on a reçu MC Jean Gabin, Ouais. que je salue au passage. Et en off, il me disait que quand une personne te rendait un service, eh ben, c'était un crédit. Ouais, Tu comprends bien ce que je suis en sûr, train de te toujours. dire? Il Et a ça, raison. je trouve ça très juste. Il a raison. Voilà. Est-ce que toi, c'est pas une idée qui t'a effleuré? Alors, tu sais quoi? Toute ma vie, cette idée, par la suite, elle m'a effleuré. Avec tout le monde, sauf avec une personne. Alex Lutz. Mec, sauf avec Alex Lutz. Je sais pas ce qui s'est passé, la magie qu'il y a eu. C'est un ange gardien qui est arrivé, qui m'a... Mec, on est là encore. On est là encore... Je l'ai rencontré en 2008. On est en 2022. Il était là, à mon avant-première du film. Avec son fils que j'ai gardé, qui avait à cette époque-là 1 an. Et qui me dépasse. Je l'ai revu à l'avant-première. Et il me regarde en famille, avec le même amour, la même... En fait, il m'a considéré. C'est plus important que garant, machin, appart et tout. Il m'a considéré. À 17 ans, de province, inconnu au bataillon, il m'a regardé d'égal à égal. Il m'a pas regardé... et ça, c'est mieux que tout. C'est encore aujourd'hui, frère. Je te jure, j'ai beau avoir fait des films, des trucs, j'arrive dans des endroits où on me tutoie, où on va pas me respecter dans le sens sur des petits détails, de la condescendance. Tu sais, parfois, souvent, là, je suis dans une réflexion mais en fait, il faut être méchant des fois. En fait, le respect, il se gagne en étant méchant. Quand t'es trop gentil, et je veux pas être méchant. Je déteste ça, c'est pas ma nature. Mais des fois, quand t'es gentil, c'est un signe de faiblesse, on dirait. Et ça me fait mal au cœur, ça m'énerve. Je veux pas... Des fois, j'essaie de me forcer de... Mais parfois, je te jure, les gens, ils te tutoient, ils te manquent de respect. Et des gens dans le travail, des gens dans le cadre du travail, tu vois. Et ça me dépasse. Mais pour en revenir à Alex Lutz, jamais en 2008, en 15 ans. en 15 ans presque. Ouais. Pas une fois. 15 ans. Et j'ai été bête à des moments. Je lui ai pas donné de nouvelles. À des moments, je l'ai pas remercié. À des moments, j'ai été... Et tu sais, il m'a vu grandir avec tout ce que ça implique. Les erreurs. Il m'a jamais fait une réflexion. Des gens que j'ai rencontrés, 15 jours après, ils m'ont fait des réflexions. Je les connaissais depuis 15 jours. Je lui dois tout. Je lui dois tout, de A à Z, sur ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est beau Vraiment. ce que tu viens de dire, Malik. Mais pourquoi il a eu ce coup de cœur artistique et humain surtout? Je sais Tu pas. sais, on est- parce que c'était, je pense, quelqu'un qui avait de la bouteille, Ouais. quelqu'un qui voyait du monde. Voilà, des profils comme toi, je pense qu'il devait en voir également. Mais pourquoi il a jeté son dévolu sur toi? Écoute, à cette époque-là, en plus, il met en scène, je te parle de 2007, il met en scène Pierre Palmade, qui est à l'époque, enfin encore aujourd'hui d'ailleurs en France, qui est un monument en France, et Sylvie Joly, qui n'est plus de ce monde malheureusement, qui était une légende de la scène. Et ce qui est très déstabilisant dans nos rapports avec Alex, c'est on n'est pas du même monde. On n'a pas les mêmes références, on vient pas des mêmes endroits.
Tu vois, qu'un mec comme Jamel trouve que je sois drôle, c'est presque les planètes qui s'alignent, c'est presque normal. Un mec comme Alex Lutz qui travaille avec Pierre Palmade, Sylvie Joly, c'est d'autant plus déstabilisant. Tu te dis, mais qu'est-ce que... Et encore aujourd'hui, je me le demande. Peut-être qu'il y a eu quelque chose... tu sais, c'est des choses qui s'expliquent pas des fois. Ça match. C'est vrai. Ça match. Et donc, voilà, j'ai mon appart grâce à lui. J'ai un travail grâce à lui. Et tous les soirs, me voilà au point virgule. Tous les soirs, 17h, 22h. Et j'étais devenu la mascotte du quartier. Et à un moment donné, je me rappelle, les spectacles, ils avaient explosé parce que j'avais aucun endroit pour répéter mes sketchs. Et je faisais des sketchs dans la rue. Allez, venez ce soir, venez voir le spectacle. Et je me rappelle, des fois, les directeurs, ils venaient me voir, le patron, il me disait, mais c'est incroyable. Je remplissais les salles juste devant. Tac, venez, il y a lui. Non, je faisais des vannes, les gens rigolaient. Et puis, au bout d'un mois, 2 mois, j'étais devenu... ça me rappelait un peu, tu sais, aux États-Unis, ça porte un nom, Quinry. Les gens tu sais, qui jettent les journaux. Ils étaient là, ils pédalent et ça jette les journaux et tout. Et moi, j'étais un peu la mascotte du quartier à ce moment-là. Les Paperboy. Paperboy, voilà, exactement. Et ça se passait super bien, les salles étaient pleines. Et je commençais à me sentir bien. Je commençais à me dire, OK, il se passe un truc. On m'a mis sur des rails. Let's go. D'accord, c'est très bien. Et le hustle à l'état pur, nous, c'est ces histoires-là qu'on aime entendre, Malik, ces histoires. Mais... tu sais, je vais faire un flashback et je vais rebondir sur les cours Florent. Ouais. Pourquoi avoir fait une fixette sur ça? Parce que effectivement, nous on sait que Guillaume Canet sort des cours Florent. Bien sûr. Gad aussi, si mes souvenirs sont bien bons. sûr. Mais les Robin des Bois. Exactement. Pourquoi une fixette sur ça? Tu sais, il y a même quelques temps, tu sais, on voyait vraiment une vague d'Instagrammeurs, de TikTokers, etc. Ouais. Leur goal, c'était de finir au cours Florent. C'est une étape fondamentale pour un humoriste, un comédien, ou parfois on idéalise un peu trop ce que c'est? Écoute, c'est pas du tout une étape fondamentale. Et en fait, nous, à cette époque-là, enfin, ma génération, en 2007, 2006, 2007, il n'y a pas... Internet, ça arrive à peine. Internet, ça arrive à peine. Et pour percer, on ne sait pas trop où aller. Surtout quand tu es de province. Parce que moi, il fallait que je trouve un prétexte. Je ne pouvais pas dire à mes parents, je monte à Paris et on verra ce qui se passe. Il fallait que je les rassure. Et en réfléchissant, c'est Madame Dupuis, donc cette prof d'espagnol, qui parle des cours Florent. Et c'est elle qui dit, vous savez, il y a une école à Paris qui s'appelle les cours Florent. Et donc, on commence à se renseigner et on voit Guillaume Canet, Gad Elmaleh, j'en passe, j'en oublie plein, toutes ces stars françaises qui sont passées dans cette école. Donc, on se dit, ça peut être intéressant. Et en plus, c'est une école de théâtre. Donc, quelque part, les parents, ils sont rassurés parce que tu es encore dans le cadre scolaire. Bien sûr. Donc, tu dis à tes parents, je vais aller à l'école de théâtre. Et c'était le bon compromis. Pour moi, le cours Florent, je savais très bien que j'y resterais pas longtemps. C'était le passeport pour la liberté quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était mon passeport pour la liberté. Donc, cours Florent, ça rassurait mes parents et ça me permettait, moi, de monter à Paris. Donc, c'était l'endroit. C'était pas la finalité, c'était l'étape. C'était la disquette. C'était la disquette, exactement. Voilà, exactement. C'est très et bien. En plus, je me rappelais à l'époque, il y avait Sopra dans À la Bien. Non, je sais plus dans quel morceau il dit on vient pas du cours Florent et tout. Je me rappelle, j'étais là, j'avais honte. Merde. Faut que je parte. Faut que je parte du cours Florent. C'est très bien. Et voilà, Malik, tu étais dans ton grind. Encore une fois, tu remplissais les salles pour rebondir sur le point virgule. Hein. Ouais. C'était très bien. T'en voulais, hein, Ouais. et ton horizon commençait à se dessiner. C'est ça. Voilà. Tu sais, on a reçu Fabrice Eboué qui disait que le stand-up, c'était une étape très difficile. Ouais. Que lui, c'était un acharné de travail, mais que tout le monde n'était pas comme lui. Il Ouais. l'a pas dit comme ça, Bien mais sûr. c'est moi qui Bien sûr. t'épure la chose. Ouais. Est-ce que toi, c'était le même cas de figure? Quand tu as su que ça commençait à ressembler à quelque chose? Ouais. Et en fait, moi, je suis de la génération juste après celle de Fabrice. Moi, quand j'étais jeune ado, je regardais le Jamel Comedy Club et les deux piliers du Jamel Comedy Club, c'est Thomas N'Gijol, Fabrice Eboué. Donc moi, je regarde ça avec des yeux d'enfant. Je suis dans ma ville et je vois le Jamel Comedy Club et je vois ce qui se passe, Jamel et tout. Et je suis comme un fou, je vois ça. Déjà que j'avais pris ma claque, tu reprends le truc. Gad Elmaleh, H, les spectacles de Jamel Debbouze et arrive le Jamel Comedy Club. C'est encore un autre level. C'est carrément des inconnus.
qui viennent et qui te parlent de sujets qui te touchent. Donc moi, j'arrive à Paris, comme je t'ai dit, je suis au point virgule, je commence à travailler. Alex Lutz me dit, viens, on écrit un spectacle et je te mets en scène. Donc, en plus de tout ce qu'il avait déjà fait, donc je commence à écrire avec Alex Lutz le spectacle et ça me donne de la légitimité. Ça me donne vraiment de la légitimité, tu vois, à ce moment-là. Et après, je te fais une accélération un peu dans l'histoire. J'entends qu'au Comedy Club, ils cherchent de nouvelles têtes. Parce qu'au début, le Comedy Club, peu de gens le savent, mais c'était très fermé. Moi, je suis au point virgule. À cette époque-là, le Comedy Club, c'est que les gens de la troupe du Jamel Comedy Club. Tu peux pas y aller. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a Thomas, Fabrice, tous les gens que tu as pu voir. Thomas, Fabrice, Blanche, Amel, Yacine, Dedo, tous les gens que tu voyais à la télé qui cartonnaient. Et il n'y avait pas trop de scènes ouvertes. C'était le Comedy Club, c'était l'endroit pour voir le Jamel Comedy Club. Et dans ma tête, je me renseignais, je disais, il n'y a pas de... Je demandais à droite à gauche, il n'y a pas de moyen de faire un casting, de passer des trucs et tout. Ils me disaient, non, ils font pas. Et je dis, dommage. Et je me rappelle, des fois, je passe sur les grands boulevards, je vois et tous les affiches de Thomas et Fabrice. C'était incroyable. En plus, à l'époque, ils faisaient des concerts, c'était encore plus fou. Ils ont fait venir Stevie Wonder et tout, c'était dingue. Et un jour, j'apprends qu'il y a la première troupe qui va voler de ses propres ailes. Chacun part sur ses spectacles, ils cartonnent tous. Exact. Il est temps de trouver une autre troupe. Et qui lance ce qu'ils appellent les Deb Jam Comedy. C'est des scènes ouvertes tous les mardis soirs. Et je commence à zoner là-bas dans le quartier un peu Grand Boulevard. Je traîne un peu là-bas. Je parle à des gens qui... Tu vois, il y avait des mecs de sécu devant. Je disais, alors c'est comment? Ils me disent, il faut t'inscrire. Je croise un monsieur qui s'appelait Jean-Michel Joyot. C'est lui qui fait passer les castings pour les scènes ouvertes. Et je parle avec lui un soir, je le vois. Je traîne un peu dans le coin et je lui dis, il y a possibilité de passer une scène ouverte. Il dit, on est booké là jusque... Je sais pas, c'était 4 mois. T'imagines, ils ouvrent pour la première fois le Comedy Club. Ça a été booké en... Tout le monde s'est inscrit. Il fallait en plus, tu sais quoi, les trucs galères. Moi, je sais pas faire ça. Même encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui gère pour moi les réseaux sociaux et tout. En tout cas, on essaie de se répartir les tâches, mais il fallait faire une vidéo, se filmer, l'envoyer par mail. Tu sais ce que ça veut dire, mail en 2008, 2009, un mail. Pour moi, c'est ce que Winnie l'ourson, il mange, le mail. Tu vois, donc, il fallait envoyer une vidéo. Il commence à me dire, il faut envoyer une vidéo où tu te filmes de face, qu'il faut pas que tu dépasses 4 minutes 32, et il faut que tu passes. Je dis, s'il te plaît, je dis, Jean-Michel, s'il vous plaît, je peux vous laisser mon numéro et tout, et un jour, si jamais il y a une place, vous m'appelez. Parce que moi, je sais pas faire ça. Il me dit, bon, ok, d'accord, laisse-moi ton numéro, on verra. Une semaine après, je suis dans le métro, je me rappelle. Je suis dans le métro pour rentrer chez moi sur la ligne, c'était la ligne 5. Et je reçois un appel. Il me dit, ouais, tu fais quoi ce soir? Je dis, rien. Alors que je devais sûrement avoir un truc de prévu. Il me dit, il y a un désistement, on a besoin de quelqu'un, est-ce que tu peux venir? Il m'avait jamais vu jouer, il savait pas. Tout ce que je lui avais dit, là où je t'explique qu'Alex Lutz, il m'a suivi toute ma vie. Et j'ai dit à ce mec-là, quand je lui ai laissé mon numéro, je travaille avec Alex Lutz. Et j'ai vu que son regard, il travaille avec Alex Lutz, ok, je le considère, et il travaille avec un mec sérieux. Il me dit, ok, on a besoin de toi ce soir et tout. Nan. Je sors du métro, je vais prendre la 8, direction Grand Boulevard, je suis comme un ouf, mon cœur il s'accélère. Quel sketch je vais jouer? J'avais commencé à écrire un peu avec Alex, j'avais joué un peu au point virgule sur des scènes ouvertes, j'en avais refait. Donc j'étais pas novice, mais j'étais quand même un peu calé. Et là, j'arrive sur scène et tout. Non, j'arrive dans la salle. Je rentre dans la salle du Comedy Club. Tu sais, aujourd'hui, ça peut paraître banal, mais à cette époque-là, c'est quelque chose. Pour un mec de province qui a vu ses décors, ses murs, qui était fan de Jamel, qui est fan de Jamel à cette époque-là, je me dis, waouh. Tu sais, tu rentres, t'es à Space Mountain un peu, quoi, tu vois. Et il faut pas oublier ça. Parce qu'aujourd'hui, tout est facile, tout va vite, les gens ont l'habitude. Avec les réseaux sociaux, tout le monde. Faut pas oublier à l'époque, se remettre dans le mood de l'époque. Il n'y a pas les réseaux sociaux. Pour croiser les gens que tu admires, c'est un miracle. Tu vois, et pour les croiser, pour les voir, et pour être dans ces lieux-là, c'est incroyable. Et je rentre, je suis comme un fou, je regarde tout, et je suis posé comme ça, j'attends. Et il m'explique, il me dit donc voilà, il y a lui qui s'est désisté, donc tu vas passer à tel moment. En fait, il y avait 7 humoristes, tu vas passer en 5e. Non. Je dis ouais, ok. Et l'attaque, ça passe le premier. Bam, le premier il tue, je me rappelle pas, je sais plus qui passe sur le deuxième il tue, troisième il tue, tout le monde tue. Ça arrive à mon tour, je te jure ce que je te dis là, je te jure ce que j'ai de plus cher au monde que c'est vrai.
Je monte sur scène. Je dis « Bonsoir, le Comedy Club !» Et il y a Jamel Debbouze qui entre. Et je le vois au loin. Et j'ai 2 secondes de « Oh, la dinguerie !» Jamel Debbouze. Donc, c'était la première fois que tu le voyais. Première fois que je le voyais de ma vie. Et quand tu connais mon histoire, ma mission Cléopâtre, il m'a accompagné, il nous a accompagné toute Bien une sûr. génération, tout le monde. Et je le vois entrer. Il n'était pas là. Et vraiment, il n'a pas fait exprès. En plus, il est arrivé comme ça. Il arrive au moment où je dis bonsoir. Et je commence. Et là, je me dis, OK, je ne me raterai pas une deuxième fois. Je l'ai raté une fois, au point virgule, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai travaillé. Là, j'ai cravaché. J'ai écrit. J'ai tout fait pour payer mon loyer. C'est bon. On m'a eu une fois, on m'aura pas 2 fois. Et là, je me remets d'aplomb et c'est parti. Bam, 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 bam. Et ça rigole. Tac, ça gaulerie, ça gaulerie. Et plus ça gaulerie, plus ça rigole, plus ça me... Je me mets à l'aise, je suis bien. Et je vois Jamel au fond qui rit. Je dis, OK, c'est chaud. C'est mortel. Je finis, merci beaucoup. Les gens applaudissent et tout. Je pars. Il me dit, je peux te parler? Jamel t'a dit Jamel me dit ça. Et je me rappellerai toute ma vie. Il m'emmène dans un espèce de coin derrière le Comedy Club. On n'est que tous les deux. Et je le regarde comme ça et tout, tu vois. J'ai dit, ça peut paraître aujourd'hui de l'ordre du détail parce que les gens se sont familiarisés. Maintenant, avec les réseaux, je t'ai dit, on se côtoie vite, on se connaît vite, on peut se rencontrer vite. Mais à l'époque, c'est quelque chose, gros. C'est quelque chose pour un petit gars de province qui veut réaliser ses rêves et avoir un de ses mecs qui l'a fait kiffer, lui dire, je peux te parler. Et là, il me parle. Et il me dit cette phrase, il me dit, j'ai l'impression d'avoir Such Knight en face de moi. Et je vais signer chez Death Row. Il me dit, t'es signé où? J'avais envie de lui dire Lynch Mob. Lynch Mob. Yeah. J'avais envie de lui dire Ruthless. Ouais, Tu vois, je voulais lui sortir une phrase, genre, Ouais. mais... Et là, je bégaye, je dis, je suis pas signé, j'ai pas de producteur. Et là, il bug, il me dit, mais t'écris avec qui? Tu travailles avec qui? Et je dis Alex Lutz. Et il me dit, ah, ok, ouais, je crois voir qui c'est et tout, point virgule et tout, machin. Je lui dis, ouais, c'est ça, exactement. Il me dit, à partir de maintenant, ici, t'es chez toi. Oh. Il me dit ça. Il me dit, tu passes plus par personne. Quand tu veux venir, tu viens. Je vais faire passer le message. Viens t'entraîner, c'est ta salle de boxe ici. Et il part. My man, comme dirait Denzel. My man. Ouais. Waouh. Et il me dit, t'es chez toi. Et il fait passer le message à tout le monde. Je me rappellerai toute ma vie, je suis sorti. Mec, c'était le 12 mai 2009. Je m'en rappelle toute ma vie, je me rappellerai de cette date. 12 mai 2009. Et il me dit, si t'es chez toi. Et je sors, j'appelle mes parents. Je dis, hey, j'ai vu Jamel Debbouze. Il m'a dit ci, il m'a dit ça. Je peux venir au Comedy Club pour m'entraîner et tout machin. Et mes parents, ils sont contents. Tu vois, donc il y avait déjà Alex Lutz. Mes parents, ils étaient contents parce qu'Alex Lutz travaille avec Pierre Palmade, Muriel Robin, Sylvie Joly. Et maintenant, il y a Jamel. On passe encore en termes de level. popularité, en termes de puissance. On passe un level. Et c'est là que je commence à... Donc, je vais voir Jean-Michel Joyaux. Il me dit, ouais, Jamel m'a dit, bah, écoute, reviens quand tu veux. Ce qu'il n'a pas fait comme erreur. Je suis revenu tous les jours, tout le temps, chaque scène ouverte, tout le temps. Je faisais partie des meubles. Mais je t'interromps 2 Ouais. secondes, excuse-moi, mon frérot. C'était de l'impro? Non, ce que j'avais fait ce soir-là, c'était travailler, c'était écrit Ok. au cordeau. J'avais les humoristes et les stand-uppers en particulier vont connaître ce mode de fonctionnement. J'avais un 7-8 minutes. J'avais mon format 7-8 minutes que j'ai poncé partout dans Paris à cette époque-là. Je vais parler des scènes ouvertes que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Mhm. mais je vais vous parler du Chinchman Comedy Club au Café de Paris, Ménilmontant. C'était une vieille Françoise Deldic, à qui je rends hommage, qui a ouvert ses portes à des grands humoristes dans les années 2008, 2009, 2010. Je vais vous parler du Pranzo, Emmanuel Smadja, qui a ouvert ses portes à des humoristes qui aujourd'hui font carrière. C'est des gens à qui il faut rendre hommage parce que on les voit pas dans les médias. Souvent les gens oublient une fois qu'ils deviennent connus, mais moi c'est des gens qui m'ont ouvert la porte et qui même parfois si c'était pas payé des milliers et des cents, des détails, hein, mais reste manger ici, tu vois. En plus de prendre un peu de billets, un peu d'argent, mais à l'époque c'était au chapeau, on prenait chacun des fois 8 balles, 7 balles.
Mais il disait, vous voulez manger quoi, les gars? Et pour nous, c'était la révolution. On jouait, on nous donnait de l'argent, et en plus de ça, vous voulez manger quoi à la carte? C'était super. C'était chambé. Et donc, j'avais rôdé partout dans ces petites scènes ouvertes. Et quand je suis arrivé au Comedy Club, j'étais prêt. Comme quoi, le bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Il te met là où tu dois être, au moment où tu dois y être. Bien. God it. Tu vois? C'est bien. Et à ce moment-là, donc, je reviens au Comedy Club et c'est parti. C'est parti une fois, 2 fois, 3 fois. Jamel, je le recroise 1, 2 fois de plus. Et après, là, je suis à la salle de sport au Comedy Club. Et Jamel me propose un autre truc, next step encore. Est-ce que tu veux intégrer la troupe du Jamel Comedy Club? Et là, mec, c'est encore un autre level. D'accord. Je dis, waouh, là, ça commence à s'accélérer, tu vois. Mais et c'est beau ce que tu dis, parce que moi, je me souviens de toi, on est à peu près en 2009-2010, Ouais. et c'était un nom qui revenait fréquemment. Ouais. Tu vois, là, donc à cette période-là, pardon, tu faisais partie de la troupe. C'est ça, exactement. 2009-2010, Exactement, ouais. j'intègre la troupe du Jamel Comedy Club parce que Thomas et Fabrice sont en train de cartonner. Je me rappelle, je crois que c'est dans ces eaux-là qu'ils préparent Casse Départ. C'est dans ces eaux-là qu'ils commencent à faire. C'est même pour nous, les gamins, quand on arrivait et on voyait Thomas et Fabrice faire du cinéma. Encore une fois, je te dis, il faut se remettre dans le contexte. Faire du cinéma à cette époque-là, 2009-2010, pour nous, des jeunes, en plus issus de l'immigration, rentrer dans le milieu du cinéma, il y avait Jamel. Et puis après, il y a eu Thomas Fabrice avec Casse Départ. Et nous, on regardait ça, on était fiers parce qu'on faisait partie du Comedy Club. Et on se disait, mais les gars, en plus de faire des sketchs et de remplir des salles, on peut aller au cinéma et cartonner. Parce que tu peux aller au cinéma, te casser la gueule. Moi, je me rappellerai toute ma vie. La première soirée chiffres, parce que dans le cinéma, il y a un truc qui s'appelle la soirée chiffres. Le jour où le film sort, tu as les chiffres de ta sortie. Et ils te disent un peu comment ça s'est passé et tout. Je me rappellerai, toute ma vie, je me rappellerai au Comedy Club, j'entendais les chiffres de Thomas et Fabrice, ils sont ouf. Et ils avaient cartonné. Et je me disais, une victoire de plus, une victoire de plus. Et c'est très bien, Malik. Ah, nous, on aime ça, ces détails, tu connais, on aime trop ça. Sûr. Mais quand tu rentres dans la troupe de Jamel, tu gagnes bien ta vie? Non. Pas du tout? Non, franchement, c'est pas que je gagne mal ma vie, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, grâce à Jamel, je gagne ma vie déjà. C'est-à-dire un peu mieux que ce que je faisais en tractant des flyers. Et je le fais en plus pour faire ma passion. Tu peux sortir les prix maintenant. Il y a prescription. Ouais, bien sûr, évidemment. On était payé par date 120 € brut à cette époque-là. Aujourd'hui, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais on jouait parfois 4 fois par semaine. Donc, pour un gamin qui a à cette époque-là, qui a 20 piges, c'était un SMIC. C'était un SMIC en faisant des blagues. Mais moi, déjà, je comprenais pas qu'on me paye pour faire des blagues. Moi, je viens d'une famille où il faut souffrir pour gagner de l'argent, comme beaucoup de gens. Et moi, quand mon père, par respect pour mon père, jamais de ma vie avec ce que je fais là, quand il me dit qu'est-ce que tu fais, je peux pas lui dire que je travaille. Je lui dis je fais le spectacle, je fais mon film, je fais une tournée. Je peux pas dire à mon père je travaille. C'est un manque de respect pour lui qui a travaillé vraiment. Et je pense aussi que je supporte pas quand on m'appelle l'artiste ou un artiste. Tu sais, souvent, tu as les gens qui s'occupent des émissions. En ce moment, je fais de la promo. Et les gens disent, oui, l'artiste est arrivé. Je suis pas un artiste. L'artiste, c'est Léonard de Vinci. Les artistes, nous, on est des humoristes, des comiques, des clowns, des bouffons du roi. Faut se calmer. Moi, je vois aujourd'hui, parfois, tu en as dans la nouvelle génération qui viennent d'arriver. Ils ont un agent d'image. Ils ont un manager. La route, elle est longue. La route, elle est longue, frère. Très longue. Et ça, moi, j'aurais pu me rater plein de fois. J'ai fait des erreurs de débutant dont je vais te parler. Et la route, elle est longue. Et ça, il faut arriver, il faut être modeste. Et il faut pas faire le faux modeste, il faut être modeste. Kendrick, il l'a dit. Be humble. Exactement. Tu vois. Et aujourd'hui, je pense que c'est important que la nouvelle génération l'écoute. Il y a les strass, les paillettes, ça va vite. On est dans une génération où ça va très vite. Internet, les sommes d'argent, elles sont dingues. Tu fais une vidéo qui buzz, on te propose des sommes à 6 chiffres, gros. À 6 chiffres. Comment tu peux garder la tête froide? Mais à tous les petits frères et les petites sœurs qui nous regardent, et je veux pas faire le donneur de leçons et tout, je suis passé par là aussi. Patience.
Une carrière, ça se construit sur des refus. Une carrière, ça se construit sur des refus, C'est beau ça. sur des non. Dites non. Parfois, la tentation du oui, elle va être forte. Dites non. Dites non si ça vient pas de là. J'ai fait des films que j'aurais peut-être pas dû faire. J'ai fait des moves que j'aurais peut-être pas dû faire. Parce que j'ai pas pensé avec mon cœur. J'ai pensé avec autre chose. J'ai été carriériste. J'ai voulu aller vite. J'ai voulu briller trop vite. J'ai voulu être connu. C'est rien, ça, être connu. On s'en fout. Je fais des erreurs à ce moment-là. Et des erreurs encore que je traîne encore aujourd'hui. Je lis aussi ce qu'on dit sur moi sur les réseaux sociaux. Sur la communauté. Sur oui, là, c'est pas bon, les moves qu'il fait. Quelle image il donne. Et il se moque de ses parents. Il se moque de nanana. Parfois, je suis d'accord, parfois, je suis pas d'accord. Mais j'ai voulu aller peut-être un peu vite. Et grâce à Dieu, je suis encore là. Grâce à Dieu, j'ai pris en maturité. Et grâce à Dieu, ce que je vais faire maintenant, c'est pour les gens qui nous aiment, les gens qui veulent faire ce qu'on fait. Et je vais essayer d'ouvrir un maximum de portes pour qu'il puisse y avoir d'autres personnes comme Jamel, comme Alex. Et ce que je dis, attention, c'est pas communautaire. Que tu sois blanc, gros, maigre, juif, musulman, bouddhiste, athée, il faut qu'on... Moi, je parle plus de génération. Les petits frères, les petites sœurs qui arrivent derrière, il faut maintenant qu'on leur montre que un rebeu, un renois, un blanc, n'importe qui aujourd'hui peut y arriver en faisant ce qu'il aime, en faisant quelque chose qui vient de ses tripes. On n'est pas obligé de faire ce qui marche. C'est ça, c'est important. Pour moi, en tout cas. Ah, c'est deep, Ouais. c'est beau, Ouais. c'est sincère, Malik. Ouais, Franchement, vraiment. merci pour tes mots, clairement, frérot. Ça nous fait du bien, clairement. Et ça sort du cœur, frérot. C'est Ça gentil, sent. frérot. Donc, c'est très bien, Malik. Et tu sais, pour rebondir sur ça, tu vois, on va parler de tes films, on va parler des films que tu regrettes peut-être même Ouais, d'avoir ouais. fait, etc. On est là pour ça, Bien sûr. Malik. Mais moi, je voudrais qu'on rebondisse et qu'on continue du moins sur Jamel. Parce Ouais. que, tu vois, moi, j'ai l'impression, encore une fois, qui t'a clairement pris sous son aile. Ouais. Tu sais, en te disant ça, moi, je pense notamment au sketch que vous avez fait même sur Eden Hazard. Tu Ouais. vois, on est à peu près en 2010, C'est 11, ça, hein, 11, tu ouais, vois, par là. on est vers là, tu vois. Bien sûr. Tu marches à côté de lui, etc. Tu vois, on avait l'impression que finalement, il te passait le flambeau. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et toi-même, clairement, moi, quand je t'ai vu au préalable, enfin, du moins vers 2009-2010, C'est ça. tu me rappelais Jamel. Ouais, à Et fond. on savait que tu t'étais inspiré À fond. de Jamel à fond. À fond. Et je m'en suis jamais caché, j'en suis fier même. Mhm. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et comme tu l'as dit, et là, c'est la vérité, c'est quelqu'un qui m'a ouvert beaucoup de portes. C'est quelqu'un qui m'a fait faire ses premières parties. Il avait 20 artistes devant lui avec le Jamel Comedy Club et il m'a pris pour faire ses premières parties. Je pense que déjà sans lui, j'en serais pas là. C'est des gens qui ont compté dans ma vie, Alex Lutz, Jamel Debbouze. Et surtout, il m'a fait gagner du temps. Tu sais ce que c'est d'avoir 22, 23 ans et de faire une tournée des Zéniths en première partie du gars qui t'a fait kiffer. Ça a été formateur pour plusieurs choses. Déjà, ça m'a permis de me confronter à un public qui ne m'attendait pas. Parce que quand tu arrives dans un Zénith à cette époque, en 2011, et qu'il y a 5-6 000 personnes qui attendent Jamel et qui voient arriver un bouboule de province qui dit bonsoir, ça n'a pas été facile à gérer dans le sens où les gens ils disent il est où Jamel et pourquoi et comment t'es qui nana, tu vois, qu'est-ce que tu fous là oh vas-y casse-toi. Et les premières dates je m'en rappelle elles étaient pas faciles parce que j'étais démoralisé, je rentrais dans ma loge et tout et Jamel il était mort de rire et il me disait ouais bienvenue, c'est comme ça que t'apprends. Et je comprenais, je me disais, ah ouais, lui, il rigole, il se fout de ma gueule et tout. Mais en fait, je savais très bien ce qu'il faisait avec moi. Mhm. C'est qu'il était en train de former son padawan, tu vois. Bien, Et bien. grâce à lui, aujourd'hui, en toute modestie, tu me mets dans une salle de 15, 20, 30, 40 000, de 5, 12, 20. Je sais comment l'appréhender. Et ça, c'est grâce à Jamel. Ah ouais, c'est beau de le Ça, reconnaître. c'est grâce à Jamel. Et puis surtout, il m'a ouvert les portes de chez lui, je n'oublierai pas. Il m'a ouvert les portes de chez lui au Comedy Club. Il m'a ouvert les portes de chez lui dans sa vie privée. Ok. Tu vois, il m'a accueilli chez lui, il m'a invité à dîner, que ce soit dans le sud, à Paris. Il m'a toujours reçu et moi, jamais tu me verras cracher sur Jamel. On a eu des hauts débats comme tout le monde. C'est bien. Mais je suis trop reconnaissant des gens qui m'ont tendu la main.
C'est trop important. C'est ce qu'on. C'est trop important. C'est beau, Malik, Ouais. ce que tu dis. C'est très bien, Malik. Et c'est très beau même de rendre hommage à Jamel, de lui rendre ses props, ses fleurs, Ça. comme on dit. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? C'est important. Bon, pour être transparent avec toi, moi, j'ai entendu dire qu'avec Jamel, voilà, il y a eu un petit couac, il y a eu un petit froid, chacun a pris ses quartiers, etc. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus déjà? Il y a eu, comme dans toutes les relations, il y a eu, comme je te l'ai dit, des hauts, des bas. Mais c'est vrai qu'à cette époque, si on recontextualise, on est en 2013, 2014. Je fais les premières parties de Jamel. Mais là, je fais mon spectacle au Comedy Club. Et mon contrat avec le Comedy Club, j'avais signé un contrat avec Jamel, ça se termine. Et en fait, pour être transparent avec toi, je vais te raconter une histoire que j'ai racontée nulle part. À ce moment-là, il y a un producteur qui me tourne autour et qui me propose beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, 2013, C'est qui? il est pas connu. Je te jure, il est pas dans le métier, il est pas connu. C'est un mec qui s'improvise producteur, c'est un mec qui traîne autour de moi, autour des gens. Et j'ai même pas envie de parler de lui et de citer son nom, mais il est pas connu, je te jure. Sinon, Mais c'est quelqu'un qui t'a pas fait du bien. non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est quelqu'un qui traîne dans le milieu comme ça, qui traînait à cette époque-là, et il me propose beaucoup d'argent pour que je signe avec lui. Et à cette époque-là, j'ai 24, un truc comme ça, je crois, 2013, 2014, je dis ouais, 24 à peu près, 23, 24, et j'accepte. Et j'accepte parce que pour des raisons perso à ce moment-là, j'ai besoin d'argent pour aider les miens. J'ai besoin de, c'est vraiment, j'ai besoin d'oseille à ce moment-là. Je suis dans le dur. Et j'accepte. Et à ce moment-là, Jamel, il me dit, je connais ce mec, n'y va pas. N'y va pas, tu vas le regretter. Et je lui dis, non, je peux pas. Je peux pas. Moi, j'ai besoin d'oseille. Ça a jamais été un moteur pour moi, mais à ce moment-là, j'ai besoin. Je t'ai dit Et il me dit, non, mais je te jure, on va trouver un terrain d'entente. Tu peux pas partir avec lui. Ça va mal se passer. Et c'est là qu'on commence un peu. Je l'écoute pas. Je l'écoute pas. On me monte la tête aussi un petit peu. À ce moment-là, je suis faible. Je suis isolé. Et je pars avec ce producteur. Et moi, le début, là, c'est le début d'une vraie descente dans le mal. Mais vraiment dur. Je commence avec lui 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il me paye plus. Et il disparaît. Ça dure 6 mois. Puis après, il me repaye 1 an. Et c'est comme ça pendant 1 an. 1 an, oui, non, peut-être. On va faire ci, ça comme projet. Il me fait des faux rendez-vous, machin, truc. Et un jour, au bout d'1 an et demi, j'ai vraiment été aveugle. Je lui avais laissé toute ma vie à ce producteur. C'était mon erreur. À ce moment-là, j'avais laissé toute ma life. J'avais isolé mes parents. Je les tenais pas au courant. Tu sais, on est bête à ce moment-là. On dit, mais non, mais vous connaissez pas ce milieu. Non, non, laissez-moi gérer tout ça. Et j'étais seul. Et je lui ai laissé toute ma vie à ce producteur. Et un jour, je rentre chez moi. Vraiment, c'était bien foutu. Il y avait des gens qui prenaient le courrier à ma place. Ils m'avaient mis en place plein de gens autour de moi et tout. Et je vois chez moi des ATD. Pour ceux qui connaissent, avis à tiers détenteur. C'est quand tu payes plus tes impôts. Les impôts, ils vont demander à tes derniers employés de les payer. Et là, tes derniers employeurs, pardon, de te payer. Et je me dis, mais je gagne bien ma vie, je fais des films, ça se passe bien. Comment ça, les impôts sont pas payés? Et j'appelle ce producteur et je lui dis, mais c'est quoi ce délire? Et je vois qu'il est fuyant. Il dit, non, je sais ce que je fais et tout. Et là, au bout d'1 an et demi, tu sais, quand t'es dans une spirale, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Et là, je vois le truc. Je me dis, ah ouais, en fait, je suis en train de... Tout ce que je pensais qui ne pouvait pas m'arriver, toutes les histoires que t'entends auparavant de attention dans ce milieu, les producteurs véreux, je me suis fait avoir. Toi, tu crois que t'es infaillible, tu dis, ça m'arrivera pas, moi, c'est impossible. J'ai trop d'histoires, j'ai trop entendu d'histoires. Moi, je suis sur mes gardes. Et là, je me dis, mais en fait, c'est en train de m'arriver, là. Et je suis comme un fou. Et à ce moment-là, je dis un truc que j'ai jamais raconté, je pars au festival de l'Alpe d'Huez. C'est un festival de cinéma. Et à ce moment-là, il y a 2 films en compétition. Enfin, il y a 2 films. Il y a une dizaine de films en compétition. Et dans ces films-là, il y a Pattaya. Et il y a un film qui s'appelle La Vache, produit par Jamel. Un super film réalisé par Mohamed Hamidi. Et c'est une des premières fois où on va se retrouver avec Jamel. Et j'appréhende. Et on se retrouve. Bonjour. Hein. Et La Vache, il gagne tous les prix.
Et Pattaya, ça se fait huer. Je suis assis. Je suis là, je suis assis vraiment. Je me rappellerai toute ma vie. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis sonné, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai une discussion avec le frère de Jamel, dont je suis très proche, que j'embrasse et à qui je rends hommage aussi. C'est un frère qui s'appelle Karim Debbouze. Karim qui a toujours été là pour moi et tout. C'est une grosse dédicace à Karim. Et à ce moment-là, il vient me voir, Karim, il me pose 2 questions. Il voit que je suis sonné. Il me dit, écoute, je crois que ça se passe mal avec ton nouveau producteur et tout. On avait essayé de te prévenir, mais je vais te poser 2 questions dans la vie sur ton producteur. Et si tu me réponds, continue avec lui. Si tu n'arrives pas à me répondre, barre-toi. Je dis, c'est quoi? Il me dit, les 2 questions que je te pose, c'est, il habite où? Et c'est quoi son métier? Et là, à ce moment-là, je suis perdu, frère. Je suis perdu. Je t'en parle, je suis encore... Je dis, je sais pas. Et c'est à ce moment-là, après, que quand je rentre à Paris, quand je sors de ce festival, je suis sonné. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je me dis, bon, je vais aller voir ce qui se passe un peu sur mes comptes, parce que je lui avais laissé mes cartes, tu avais tout laissé, mais c'était mon erreur. C'est une erreur de débutant. Et ça a été la catastrophe. Catastrophe des dépenses avec mes sous, une escroquerie à grande échelle. À grande échelle, vraiment. Et des gens impliqués. Il avait mis des gens compliqués. Il leur avait promis, oui, vous allez faire la sécu de ma ligue, vous allez vous occuper de ci, vous allez vous occuper de ça. Puis après, lui, quand ce producteur, il a disparu comme Houdini, les gens, ils sont venus me demander des comptes à moi. Et c'était pas facile. Moi, je viens de province, j'ai pas de grand frère, j'ai pas de référent. Je me retrouve seul. Il y a plus de Jamel à mes côtés. Parce que Jamel, malgré tout, en plus de t'apporter cet équilibre artistique il t'apporte aussi, il y a un cocon, il y a une famille. Il y a des gens qui m'ont presque éduqué. Si je te cite Django, le frère de DJ Abdel, Hicham Lamrik, si je te cite Molive, c'est des gens avec qui j'ai grandi, qui m'ont vu arriver petit, qui m'ont inculqué des valeurs. C'est des gens qui travaillent avec Jamel et que je respecterai à vie parce que ils m'ont fait évoluer. Et il y a plus ça. Je me retrouve tout seul, livré à moi-même avec mes conneries. Et à ce moment-là, je suis dans le dur et je rends hommage à quelqu'un qui a été là et qui est encore là d'ailleurs, qui est mon frère. C'est DJ Core, Jamel, qui a toujours été là quand j'ai eu besoin de lui. Et on est frères, c'est mon frère jusqu'au bout. Parce qu'il a été là quand j'étais au fond du trou. Et grande légende. En plus d'être un mec en or, grande légende. Bien sûr. Respect à Core pour sa carrière et pour tout ce qu'il continue de faire et qu'il va faire encore. C'est bien beau. Ouais, big up. Et tu sais, et franchement, ça prend au trip ton histoire, mais je sais que tu veux pas lui donner comment dire, tu veux pas lui faire de publicité, Ouais. mais tu es obligé d'avertir justement les C'est jeunes ça. gens qui se laisseront tenter par ces avances-là. Bien Donc, sûr. C'est qui ce gars-là? Ce gars, il a disparu. On s'est renseigné et tout. Il a disparu. Je pense que c'était l'arnaque de trop. Il est plus là. Enfin, il est plus là. Il est plus à Paris, je Il n'y a crois. pas de pseudo, il n'y a pas de Il y a prénom. rien. Non, vraiment. En plus, je me suis renseigné longtemps pour prévenir les jeunes. Mais non, je crois qu'il c'était un petit peu le coup de trop, je crois. Ok. Mais de toute manière, que ce soit lui ou un autre, à tous les petits frères, les petites sœurs, tous, faites attention. Parfois, vous avez vu, quand j'ai choisi une fois dans ma vie l'argent, une fois, ça a failli me tuer ma vie. Bien. Écoutez votre cœur, écoutez pas l'oseille. C'est très bien, c'est très bien. Et encore une fois, merci pour tes mots, Malik. Mais tu vois tes parents, là, justement, à cette époque-là, comment dire, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui n'allait plus. Mais mes parents, sans mes parents, je serais peut-être dans un hôpital psychiatrique aujourd'hui. Mes parents, ils sont venus, ils sont remontés les manches, ils ont tout géré. Moi, à cette époque-là, j'étais une loque. Tu peux me revoir sur les promos. C'était au moment des promotions de Pattaya du film. Je pèse 65 kilos, je suis blanc, j'ai maigri comme pas possible. Si vous ressortez les images des interviews de Pattaya, regardez comme je suis. Je suis KO debout. Et c'est mon père et ma mère, personne d'autre. Je te parlais de Core. Il y a eu quelques exceptions. William, DJ Snake, mon frère. J'ai eu des gens qui étaient là, mais pas beaucoup. Mais mon père et ma mère, personne d'autre. C'est là que tous les gens
Je comprendrai jamais les gens qui respectent pas leurs parents. Parce que je te jure que quand t'es dans le mal, quand t'es dans le dur, il y a que ton père et ta mère. Je te jure, il y a même pas ton frère ou nanana ou ton père, ta mère. Il y a que eux qui te veulent du bien sur cette terre. Après, les relations fraternelles, on sait que c'est compliqué. Et eux, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils sont allés au charbon pour moi. Ils ont essayé d'arranger les papiers. Et en plus de ça, tu vois ça et tu t'en veux encore plus. Parce que tu impliques tes parents dans un truc, tu dis, mais... Et à ce moment-là, c'est dur. C'est dur parce que c'est un échec à tous les niveaux. C'est un échec dans ta carrière. À ce moment-là, j'entends plein de gens, ça revient à mes oreilles, des gens qui disent il est mort, il est cuit, il a plus une thune, il est sur les rotules. Et les gens qui amplifient parce que l'odeur du sang, elle est super. Bien sûr. Il s'entend pas avec Jamel et nanani, nanana. Il fallait qu'il écoute Jamel. Regardez maintenant, il est mort et tout. Et en plus de ça, t'impliques tes parents. Tu les mêles à ça et je les vois. Ça leur fait mal de me voir dans le mal. Et c'est un cercle vicieux. Et là, c'est une période très très dure pour moi. C'est 2016. 2000, ouais. L'année 2016, elle est terrible. Très très difficile. Parce qu'en plus, j'ai mes parents j'ai ma maman qui est malade à ce moment-là en plus. Donc, tu vois, moi, je imposer ça à ce moment-là et tout, c'est dur, c'est difficile. Ah, Malik. En tout cas, après, c'est ça. Hein, c'est beau de rendre hommage à tes parents, franchement. Et c'est important même de justement de leur transmettre à travers ce média tout l'amour que tu as pour bien eux. sûr, tu vois ce que je veux dire? C'est important. terrible. Il y a beaucoup de pudeur, tu sais ce que Bien c'est sûr, chez bien nous. sûr, bien sûr, Beaucoup de bien pudeur. sûr. Donc, c'est vrai que l'avantage aussi des interviews et tout, c'est de dire les choses qu'on n'arrive pas à dire en face. C'est difficile. Pour nous, en tout cas, quand on a été élevé dans une certaine culture, on est très pudique. Exact. Et c'est vrai que les gens, c'est facile de dire, dites à vos parents que vous les aimez et tout, mais de leur dire en face, c'est dur. Ouais. Après, je pense que quand t'es vraiment mature et quand t'as atteint un certain âge et que t'as des enfants, c'est différent. Exact. Je suis peut-être pas arrivé à ce stade-là encore, mais je me sers maintenant des médias pour leur dire. C'est très bien, c'est très bien, Malik. Et je vais revenir. Déjà, la maman se porte mieux maintenant. Ouais, ça va, grâce à Dieu. Alhamdoulilah. Dieu merci. Ouais. Et on va revenir sur Jamel. Vous avez crevé l'abcès maintenant? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Les relations se franchement. sont pacifiées? Ouais, les relations sont cool. Tu vois, c'est vrai c'est pas comme si on se parlait tous les jours et tout, mais moi, je lui souhaite que du bien dans sa carrière, dans sa vie privée, dans tout. Et c'est mon frère jusqu'au bout. Tu penses qu'il t'en veut encore un petit peu? Non, on s'est parlé. Il a compris, il a vu que j'étais dans le mal. Et je pense que c'était important aussi c'était important pour moi de faire ma route. C'est bien. Je pense. C'est Et bien. je pense que je suis sûr qu'il est fier, qu'il est content de ce qui m'arrive, parce qu'il a vu par quoi j'étais passé. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on fait un peu nos routes chacun de notre côté, mais s'il a besoin de moi, je suis là. Toujours. C'est très bien, c'est très bien. Et tu sais, on va revenir sur le métier d'humoriste, Ouais. même si tu n'aimes pas cette appellation. Mais tu vois, encore une fois, on avait reçu Fabrice, que je salue chaleureusement, qui disait que Smaïn lui avait dit qu'il fallait découper Jamel comme Jamel avait découpé Smaïn. Tu comprends ce que je veux dire? J'avais vu cette interview. Exact, exact. Ouais. Est-ce que toi, finalement, c'est des choses que tu as vécues, c'est des choses que tu as entendues, à savoir, il peut en rester qu'un? Non, jamais. Ok. Non, jamais. Je suis pas là-dedans. C'est peut-être aussi... Je pense que c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Après, maintenant, ça y est, je commence à être un peu un ancien. La première fois, c'était en 2009. Ouais. Ça va faire plus de 10 ans parce que j'ai jamais été là-dedans. Bien. Moi, j'ai toujours admiré les Américains pour une chose, c'est quand Dr. Dre il lance Eminem, il veut emmener Eminem dans les étoiles. Quand Akon il balance Lady Gaga, Exact. il veut emmener Gaga dans les étoiles. Exact. Quand, tu vois, c'est ça qui me fait kiffer, moi. Et moi, c'est un océan, ce milieu-là. Il y a de la place pour tous les poissons. On est là. C'est bien. Pour moi, t'as pas besoin de découper un tel enfin, tu vois, je vois pas les choses comme ça. Moi, je kifferais qu'on fasse un Up in Smoke Tour avec des rappeurs, des humoristes, qu'on fasse ça en France. Il y a tellement de talent, tu vois, que j'oste un peu. Après, ça part en rap. Puis après, il y a de la danse et qu'on parte en tournée, tourbus. Tu viens de sortir une idée de fou. Moi, je kifferais. C'est dans ma tête depuis longtemps. Je me dis qu'on fasse... pourquoi on ferait pas ça?
avec tous les rappeurs qu'il y a, tous les humoristes qu'il y a. Pourquoi on ferait pas un collectif de 5, 6? On part sur une tournée d'1 mois, 2 mois, partout en France, dans les grandes villes, dans les zéniths. Et on fait notre Up in Smoke Tour à la française. C'est beau. Tu vois, pourquoi pas? Ce serait cool. Ouais, moi, je suis plus partisan. C'est pour ça que j'aime aussi, chez Snake, ce que j'aime, c'est que, tu vois, souvent, je l'appelle, c'est un peu c'est le médiateur, Snake. Ce que j'aime, c'est dès qu'il y a des petits feux, dès qu'il y a, tu sais, moi, plein de fois, il y a eu des embrouilles de lui, il a dit que lui, il a dit, Snake, il appelle les deux, il dit, ah, parlez-vous. Parlez-vous. C'est un frère. C'est ce qu'il me dit, on est des frères, on peut pas. En plus, pour des broutilles, des fois, ouais, j'ai entendu dire qu'il avait dit que nanani, nanana, Bon, c'est pas assez dur la vie derrière, dehors, pour qu'on. En plus, entre nous, on se tire dessus comme ça et tout. Et c'est vrai qu'il m'a inculqué cette vision, ce mindset depuis des années où je me dis, tu sais, faire un spectacle avec. Mon rêve, c'est de trouver un jeune qui arrive de n'importe où, qui veut monter sur scène et il tue tout et on fait un spectacle à 2. Et après, t'imagines la fierté pour Dre de voir Eminem faire. Bien sûr. Faire Slim Shady ou faire après tout ce qui s'est passé. C'est kiffant. Moi, mon rêve, demain, je produis 1 ou 2 jeunes qui cartonnent, je reste chez moi, kebab, slip, chaussettes, à la maison, et je dis arrache tout. Mais tout le monde n'est pas dans ce mindset. Aujourd'hui, tu vois, il y a les spectateurs, il y a le public, il y a le public, pardon, il y a les médias qui justement aiment bien opposer toujours. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu vois qu'il y a plein de duos qui se sont séparés. On a l'impression que c'est une suite logique, même presque. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas la pression du showbiz ou la pression de il doit en rester qu'un? Je pense. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je comprends totalement. T'as raison. Je pense que c'est surtout comment. J'ai remarqué que les séparations se font souvent dans les succès. Exact. Dans les échecs, on est ensemble. Parce que dans les succès, il y a les vautours. Il y a les vautours, il y a l'argent, il y a l'entourage. Et souvent, les entourages respectifs te disent « Ouais, mais regarde, lui, il fait rien. C'est toi qui bosses, c'est toi qui nanana. » Alors que dans le fond, les deux piliers de l'association s'aiment. Mais ça te picore la tête parce qu'on te parle, on te dit « Ouais, lui, nanani, nana. » Et toi, tu dis « Ah ouais. » Et puis, dans un moment de doute, de faiblesse, t'es fatigué, t'es pas serein, quelque chose s'est mal passé, une broutille. Je te parlais de Snake. Tout le monde n'est pas comme William. Tout le monde n'essaie pas d'arranger les choses. Parfois, il y en a qui voient une brèche et qui se disent « Ah, il faut que je les sépare parce que je vais pouvoir m'engouffrer dans la brèche. » Exact. Et si t'es pas fort, si t'as pas de recul, tu peux te laisser avoir et c'est à ce moment-là que tu te sépares. Et dans le fond, je suis persuadé que les 3/4 des gens qui sont séparés, c'est ça qui me fait mal, moi, c'est que les 3/4 des gens qui sont séparés aujourd'hui, je suis sûr que dans le fond, ils aimeraient tellement se parler encore. Mais l'ego, ça tue beaucoup de choses. L'ego, c'est dur. C'est vrai. C'est très, très dur. Et est-ce que tu penses aussi le fait qu'on n'ait pas eu d'éducation financière n'a pas justement aidé également? Bien sûr, évidemment. C'est très juste ce que tu dis, c'est très très juste. Parce que on vit dans une époque où l'argent peut arriver vite et surtout dans ces milieux-là. Exact. Le foot, le rap, cinéma, stand-up, tu peux avoir à un moment donné une somme d'argent, mais c'est très juste. On n'a pas été éduqué à comment faire. C'est pour ça que we hustle. Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut arriver à se débrouiller, il faut arriver à... Mais, comme je te disais, ce qui est génial, c'est que ça va dans la bonne direction. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, qu'on le veuille ou non, la France, elle évolue dans le bon sens et c'est génial parce qu'il y en a... Il y a de toutes les couleurs, il y a de toutes les religions, tous les horizons. Moi, quand je vois que je fais un film ou un spectacle, il y a vraiment... C'est génial. Et il faut pas écouter ce qu'on nous dit sur ces chaînes, la CNews, BFM et tout, parce que je pense que la France de demain, elle peut être mortelle. Elle peut être vraiment chambée parce que c'est une France qui nous ressemble, qui est colorée, qui est métissée, qui est heureuse et qui a les mêmes codes que nous, les mêmes références que nous. Et voilà, je pense que ça va vers le meilleur. J'espère en tout cas. C'est bien vrai tout ce que tu dis, Malik. Et je voudrais rebondir justement encore une fois sur ce métier d'humoriste. Bien sûr. C'est un métier? Ouais, c'est un métier, c'est dur, mais c'est un métier à dire. C'est dur à dire, mais ouais, c'est un métier. Allez. C'est un métier. Est-ce que le Graal, c'est de finir au cinéma?
Ouais. Quand tu vois que ça commence à bien À ce fonctionner moment-là, dans ma vie, dans ma carrière, dans ouais. ta carrière. Ouais. Et même de manière générale, parce que quand moi je dézoome un petit peu, tu vois, quand je vois Thomas et Fabrice, quand je vois Omar et Fred, Bien sûr. quand je vois Jamel, Bien quand sûr. je vois Eric et Ramzi, finalement, c'est à peu près La le suite même, logique, ouais, bien sûr. exactement le même cursus. Ouais. Donc, Ouais, exactement. Pour moi, à cette époque-là, le cinéma, c'est encore inaccessible. Aujourd'hui, le cinéma, il est beaucoup plus accessible parce que Internet, parce que les réseaux sociaux, parce que tu peux te faire connaître rapidement, parce aujourd'hui, on est moins dans l'artistique, on est dans les chiffres. On vit dans une époque, moi, ça me désole un peu. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'artistique. Je vais te prendre l'exemple du foot. On est dans la stat. Combien de Exact. buts il a mis? Combien de matchs il a joué? exact. Mais ils sont où les Riquelme, les Zidane? Exact. Si tu prends les stats de Zidane, ils sont pas incroyables. Il y a des saisons où il met 13 buts. Mais il jouait 10. Mais Zidane, c'est le plus grand de l'histoire. Exact. C'est de l'art, c'est un artiste. Il y a un film qui est allé à Cannes où il le filme avec je sais pas combien de caméras, qui s'appelle Portrait du 21e siècle. Ça dépasse le cadre du foot. Et aujourd'hui, pareil, on est dans les chiffres. Combien de vues t'as fait? Ah ok, t'es quelqu'un. Tu veux faire un film? T'as fait ton TikTok, il a été partagé combien de fois, machin? Ok, t'es quelqu'un. Viens faire 2 films. Mais qu'est-ce que tu... Il faut que les fondations... Dieu merci, je fais partie d'une des dernières générations et j'espère que la génération qui va arriver après va continuer ou va revenir à ça. Je fais partie de la dernière génération où il y a eu un peu un cursus un peu normal. C'est-à-dire, dans mon métier, en tout cas, j'ai démarré dans une salle de 100 personnes. Après, j'ai fait... Sur mon spectacle, je te parle, pas sur les premières parties. Avec mon spectacle, j'ai démarré dans une salle de 100 personnes. Après, j'ai fait 300. Après, j'ai fait 800. Après 800, tant que ça remplit pas, il faut qu'on reste dans 800 jusqu'à ce que ça remplisse. Après, ça remplit. Après 1002. Après 4000. Et tranquille. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois la nouvelle génération qui est jetée tout de suite parce que rentabilité, parce que vue. Tout de suite, tu as des producteurs derrière qui disent « faut l'envoyer dans un zénith. On va se faire de l'oseille. » Eux, ils pensent à ça, mais ils pensent pas après à l'artiste qui est sur scène, qui va être déstabilisé, qui n'a pas eu le temps de... Tu vois, il y a la croissance aussi, on parle de la croissance, mais aussi la croissance artistique. Il faut prendre le temps. Et ça fait peur. Ça fait peur. Et nous, c'est vrai que, comme je t'ai dit, la génération 2010-2011, c'est une des dernières où il fallait remplir toutes les salles que je t'ai citées, 100, 300, 800, 1002, Zénith. Et après, peut-être, t'entendais... Quand tu faisais des zéniths, il y a un producteur de cinéma qui est là. Et nous, on était en panique. Non, quel film il a fait? Tout sérieux, il est là dans la salle. Oh, t'es comme ça et tout machin. Et le mec, il vient te voir après le spectacle et il te dit, je pense à toi. Et tu dis, ah ouais, sérieux? Et il pense à toi pour un rôle où t'as un mot à dire. T'as même pas de prénom. Tu t'appelles jeune numéro 4. Et tu dis, voilà, je vais jouer jeune numéro 4 la semaine prochaine. Et après, peut-être que c'est une victoire parce que il y a un autre producteur qui va venir et il va te proposer un rôle. Et tu auras un prénom. Et après, ça continue. Et c'est la croissance. Tu as pris le temps de te tromper, tu as pris le temps de grandir. Et aujourd'hui, ce qui me fait peur avec la nouvelle génération, c'est que c'est vrai que tout va vite, mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que tu vas vite en haut et après, tu peux vite... Et est-ce qu'il y a des gens qui vous préparent à ça? Pas Non, du tout. Vous êtes pas du livrés tout. à vous-même? Ouais, on est livré à nous-mêmes. En fait, ben voilà, en fait, il y a les gens que tu croises sur ton chemin qui t'avertissent, que ce soit Alex Lutz, Jamel Debbouze, il y a des gens qui t'avertissent, mais en vérité, et là, je pense qu'il faut prendre la chose à l'envers. Peu importe qui te conseille, la vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à l'entendre? C'est est-ce que tu es prêt à l'entendre? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est Moi, à 23, 24 ans, tu aurais pu me ramener qui tu voulais. Il fallait que je me trompe pour apprendre. Et aujourd'hui, c'est pas la même chose. J'ai les anticorps. Je me suis trompé, je suis tombé malade, donc maintenant c'est bon. Je suis immunisé. Mais parfois aussi, c'est important de se tromper pour pouvoir entendre après ce qu'on te raconte. Tu sais, quand t'as 22, 23, peut-être un jeune qui va regarder l'interview va dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui ?» Il fait l'ancien. Et... Moi, je disais ça aussi. Quand Jamel, des fois, il me parlait, ou quand, peu importe, Alex, ou des gens qui me donnaient des conseils, je disais « Ouais, super. » Et au final, tu as besoin de te tromper pour après plus refaire les erreurs. Mais il faut juste que le rapport,
Faut pas que tu te trompes et que ce soit un aller sans retour. Ouais, Tu vois? bien sûr. C'est bien ça, sûr, il faut aussi faire attention. Moi, j'ai eu la chance de me tromper et de pouvoir revenir, mais tout le monde n'a pas cette chance. Mhm. Parfois, c'est fatal. Et tout à l'heure, tu parlais de films que tu regrettes d'avoir fait. Lesquels? En fait, c'est pas que je regrette de les avoir faits, c'est que peut-être que j'y aurais mis plus de moi. Je me serais plus... je regrette rien parce que j'ai dit, vivre avec des regrets, c'est pas bon. C'est grâce à tous les films que j'ai faits, aujourd'hui, j'en suis là. Il y a eu du bon, du moins bon. Par exemple, tu vois, Taxi 5, j'ai réalisé un rêve de gosse, mais le film en soi, c'est pas le film dont je suis le plus fier. Pattaya, c'est un classique. J'aime Pattaya. Et on m'en parle encore tous les jours. À cette époque, ce qu'on fait, c'est... On se voit tous les jours, je suis avec ma bande de potes, on est insouciants. Et à cette époque, ce qu'on fait, c'est incroyable. Et on m'en parle encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les gens vont te dire, oui, mais c'est cliché, mais nanani, nanana. C'est une époque. C'est une époque. Si on commence à ressortir, c'est la cancel culture, si on commence à ressortir tous les sketchs de tous les humoristes ou c'est un contexte. Bien sûr que je suis plus le même homme qu'en 2016, qu'aujourd'hui, je referai pas la chose. Le plus important, c'est d'évoluer. C'est de se rendre compte de ça. Mais sinon, on fait plus rien. On efface tout ce qui s'est passé il y a 10, 15, 20, 30, 50 ans. Si le mec, il fait ça en 2016 et qu'il est encore pareil maintenant, qu'il comprend pas le monde qui l'entoure, là, on parle. Ouais. Là, je te dis, OK, lui, il a pas du tout compris. C'est une évolution. Prends n'importe quel acteur américain, qui tu veux, n'importe quel rappeur. Il va pas aborder les mêmes sujets à 20 piges que maintenant. Il va pas aborder... Et c'est ce qui fait le charme aussi de ce métier. C'est qu'à la fin, quand tu vas regarder la photo, tu vas dire, putain, là, j'étais fou quand même. J'étais un sauvage à ce moment-là. Là, je me suis calmé. OK, nana. Tu sais quoi, tu veux faire quoi? Toute la photo, tu vas dire, là, j'étais nickel. Là, j'étais nickel. Là, c'était encore plus nickel. Là, c'était super. C'est ça, être un artiste. Il y a des hauts, des bas, enfin, un artiste. Ouais. C'est ça, tu vois, de faire ce métier-là. Et c'est juste de l'évolution. On grandit comme on est des hommes. On apprend, on se trompe, on tombe, on se relève. Et on peut pas nous reprocher de tomber. Il a fallu tomber pour apprendre à marcher, pour apprendre à faire quelque chose de mieux. Exact. Sans Taxi, je fais pas Jack Mimoun. Jack Mimoun. Pourquoi je fais Jack Mimoun? Parce que je veux faire un film dans lequel on ne parle pas de mes origines, ou dans lequel on me met pas dans une banlieue, ou dans lequel on me ramène pas à ça à chaque fois. Je veux juste que, je te jure que quand j'ai l'idée du film, je veux que tout le monde se sente représenté et ait envie de jouer un super-héros ou envie de jouer un héros. Comme nous, on a pu voir Indiana Jones. On s'en foutait qu'Indiana Jones, il soit athée. Il habite où? Il vient d'où? De quel milieu? Dans Jurassic Park, pareil. E.T., pareil. Et je veux maintenant, j'espère que ce film aura une bonne vie pour que plein de jeunes réalisateurs, de jeunes réalisatrices issus de milieux populaires se disent, on peut toucher les étoiles même en France. On n'est pas obligé de faire un film où... attention, c'est pas que je renie le fait de faire des films. J'en ai fait plein des films. Mais comme je te disais tout à l'heure, on va pas faire que des films où on nous dit à chaque fois, il vient de banlieue, et il est nanani, et il est comme ceci, que ça. Et on veut être nous aussi des gens au milieu de l'affiche où on nous parle pas, on nous ramène pas encore à nos origines. Bien sûr. Et Jack Mimoun, on sait pas d'où il vient, on sait pas quelle est son origine. C'est juste un héros qui aime l'aventure. Et c'est ça, et c'est le cinéma. Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as un droit de regard sur les scripts, sur les scénarios? Ouais, Tu vois? ouais. Tu vois, j'ai disparu des réseaux pendant 2 ans parce que j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire et dans quelle direction je voulais aller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pourrais faire 1000 projets de plus, je pourrais faire plein de choses, avoir plus d'argent, mais c'est pas mon moteur. C'est pas mon moteur. Je veux vraiment faire aujourd'hui que des choses dont je suis fier, des choses qui rendent fiers les miens, les gens qui m'aiment, mon public, ma famille, mes amis. Et si c'est un projet tous les 3-4 ans, ça serait un projet tous les 3-4 ans. Si c'est un projet tous les 10 ans, Dr. Dre, il a attendu, il n'a pas encore sorti Detox. Il sortira jamais. Il sortira probablement jamais. Tu vois? Mais non, mais c'est très bien ce que tu dis, Malik. C'est très bien. Mais excuse-moi. Bien sûr, fais-les, dis-moi. Je te dis ça parce qu'en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les chiffres, sur tout ça. Aujourd'hui, il faut aller vite. Les gens, ils doivent vite sortir des films, vite passer à autre chose, vite consommer. Faut manger vite.
faut consommer nos relations, on sort ensemble et puis on se sépare vite. Faut aller vite au travail, faut rouler vite, faut aller vite, vite, vite. J'essaye, en tout cas, à mon échelle, de me dire, non, on se pose. Non, on se pose. C'est bien. J'essaye, en tout cas. Et c'est bien, c'est bien Malik. T'es un hustler et c'est très bien, mon frérot, c'est très bien. Et est-ce que quand on rentre dans ce milieu et qu'on devient big, hein, professionnellement, etc., et même en termes de renommée, on a les mains liées. Tu sais, moi, encore une fois, pour rebondir sur Snake, hein, que je salue chaleureusement, mon homeboy, il disait que lui, il disait ce qu'il voulait et qu'il n'y a personne qui allait se lever contre lui pour lui dire quoi que ce soit. Et j'ai trouvé ça très courageux. Mais est-ce que toi, ton échelle, par exemple, c'est une posture que tu as, tout simplement? Aujourd'hui, comme je t'ai dit, je me posais pas ces questions il y a 4, 5, 6 ans. Je voulais en être. Je voulais briller. Je voulais que mes parents soient fiers de moi et je pensais que la fierté, elle passait par les médias. Je pensais que la fierté, elle passait par l'accumulation de films, de projets. Aujourd'hui, la fierté de mes parents, c'est qu'ils me voient en adéquation avec qui je suis. Je suis aligné avec moi, avec mon cœur, avec ma foi, avec ma vie. Et pourquoi je pense, en tout cas aujourd'hui, que je dure? Parce que si moi, demain, ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Je suis pas accroché à ce milieu. Je sais qu'à un moment donné, je m'arrêterai. De toute façon, c'est pas un milieu qui me... Je suis pas dans les soirées, je sors pas, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Je mange des Kellogg's. J'aime les miel pops. Ouais. Donc, je suis dans mon coin et je pense que le fait de ne pas être accroché à ce milieu, ça fait que les gens savent que je fais ma vie, je trace ma route. Et si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. C'est pas grave. Et toi, à ton échelle, l'effet de société, t'en penses quoi, toi, par exemple? Des fois, il y a des choses qui te révoltent, tu te vois les balancer sur les réseaux sociaux, faire des coups de gueule, pousser des coups de gueule, justement, parfois sur des choses que tu vois, sur des choses qu'on a fait au tien, par exemple, etc. Écoute, moi, c'est vrai que je suis pas, honnêtement, et c'est pas une posture ou quoi, je suis pas réseaux sociaux. D'accord. Tu vois, là, je suis revenu pour le film et tout, mais je trouve que on peut s'indigner sur les réseaux sociaux, mais parfois, c'est la cacophonie, t'ouvres la porte à... C'est la fête au village après. Tout le monde entre, ça s'insulte, et tu déportes après le propos. C'est-à-dire que tu dénonces quelque chose, puis il y a quelqu'un qui rentre dans la danse, puis après il va t'insulter, puis après le média, il va reprendre l'insulte qu'il a posée, et on parle plus du propos que tu as dénoncé. Je préfère faire. Parfois, la frontière, elle est fine entre « regardez-moi, je dénonce ça » et vraiment « je le dénonce ». Tu vois, je préfère bouger sans forcément le médiatiser. Enfin, je veux dire... Après, c'est vrai que les deux points de vue se défendent. Moi, j'ai déjà discuté de ça avec des potes qui me disent « Oui, mais si des gens te voient le faire, si des jeunes te voient le faire sur les réseaux, ça va peut-être leur donner envie de le faire. » Mais j'en reviens avec ce qui me motive moi, ce qui vient de mes tripes. Je peux pas me filmer ou dire « Ouais, je dénonce ça, nanana. » Je dénonce. Il y a des associations, on peut les aider à notre échelle financièrement, comme on peut, et on n'est pas obligé de médiatiser la chose. C'est bien vrai. Par contre, si jamais il y a des marches, je suis déjà allé faire des marches, j'ai déjà signé des pétitions, ces choses-là avec plaisir. Mais après, s'il faut bouger encore de manière plus importante et qu'on peut le faire en privé sans le crier sur tous les toits, c'est bien aussi. D'accord. Mais moi, après, pour conclure là-dessus, c'est que je rejoins un petit peu ce que disent tes potes, à savoir, étant donné que tu es un personnage public et tu t'es suivi, etc., si tu pousses un coup de gueule... Mais en plus, c'est pas logique ce que je te dis, parce que je te dis que mon père m'a fait grandir avec Mohamed Ali et m'a fait grandir avec Malcolm X. Et là, aujourd'hui, je suis en train de te dire, oui, mais regarde, je vais pas les mettre sur... Ouais. Mais c'est vrai qu'on est dans une époque où tu te dis, tu vas mettre ça sur Instagram, mais est-ce que ça va vraiment faire bouger les choses? Mais avoir le sentiment du devoir accompli, entre guillemets, c'est bien aussi. Bien sûr, mais si tu le postes sur Instagram et que tu bouges pas après. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vrai. En vrai, dans l'idéal, il faudrait poster sur Insta et bouger. C'est vrai. Mais encore une fois, comme je te le dis, moi, de toute façon, je vais arriver dans quelques temps. Je pense que les réseaux et tout, ça
Ça me parle pas. Enfin, c'est pas que ça me parle pas, c'est que ouais, c'est pas mon délire. Tu satures. Ouais, Ouais. mais non, c'est même pas que je sature, c'est que à un moment donné, j'oublie presque de vivre. Je regarde, des fois, tu sais, je regarde, ça m'atteint, alors que ça devrait pas, j'ai de l'expérience et tout, mais il y a Brel, il disait j'aime bien prendre le temps de me taire. C'est bien aussi de prendre le temps de se taire, de se poser, de se mettre en jachère et tout, mais après, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Moi, il y a que le bon Dieu qui sait vraiment ce qu'on a dans le cœur et qui voit les choses. Donc, fais ce qui te tient à cœur. En tout cas, Si c'est posté, poste. Si c'est pas posté, poste pas. En tout cas, le message est passé, Malik. Malik franco-maroco-algérien. Ouais. Hein? Ouais. Elle est bien celle-là. la triple nationalité. Exactement. C'est quoi ton rapport avec le Maghreb et l'Afrique, hein, même de manière générale? Tu t'y rends régulièrement? Alors je me suis beaucoup rendu au Maroc grâce au Marrakech du Rire que j'ai fait énormément. L'Algérie un peu moins, mais vive l'Algérie, vive le Maroc, Maghreb United, la Tunisie aussi, et l'Afrique. Afrique United. Afrique United, toujours. Bien sûr, c'est bien. Malik. Mais c'est important, C'est c'est-à-dire qu'il y a tellement de talent, tellement de. J'aimerais bien aussi faire un film plus tard qui montre la jeunesse africaine, ou la jeunesse en tout cas que je connais un peu, la jeunesse marocaine, algérienne, qu'elle soit montrée différemment aussi dans les films. Ils sont plus en avance que nous. Sur Internet, sur les réseaux, les artistes algériens, il y a des artistes incroyables. Que ce soit des rappeurs, que ce soit des peintres, que ce soit des auteurs. Et au Maroc, pareil. Et en Afrique, en règle générale, je pense que l'Afrique, c'est le futur. C'est le futur, et je suis bien d'accord avec toi, mon frérot. Et d'un point de vue entrepreneurial, Malik, c'est quoi le truc chez toi? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, tout va bien chez toi, tout va bien pour toi, clairement. Moi-même, j'ai vu Jacques Mimoun, un très bon film d'ailleurs. Merci. Je vois qu'il y a toujours du monde, t'es sollicité de toutes parts et tout. Mais est-ce que tu sécurises ton argent, justement, de telle sorte que si jamais ça marche pas, ça Ouais. marche plus, du moins ce que je te souhaite absolument pas, bien sûr, mais tu puisses retomber sur tes pattes? Déjà, moi, j'ai le syndrome, j'ai peur de tout perdre. Donc, c'est vrai que je suis pas un grand dépensier. Je suis pas dans les voitures ou dans les montres. J'aime bien m'acheter de la sape. J'aime bien. Après, voyager un peu aussi. Et surtout, faire plaisir aux miens, à mes proches, à mes parents. Après, en termes d'investissement, peut-être un peu, j'espère, très vite, bientôt, dans la pierre. C'est le plus important. Donc, ouais, c'est en cours. J'aimerais beaucoup continuer à investir dans la pierre, dans l'immobilier. Et pourquoi pas, quand on parlait de l'Afrique, retourner à nos origines pour investir aussi. C'est très bien, Malik, c'est très bien. On a une passion en commun également, c'est le Paris Saint-Germain. Yes. Tu vois, j'en ai des L'interview bousillés de démarre. Alors, je veux dire, le PSG, toi-même, on a le même âge, hein, Malik. Ouais. Hein. Donc, on a vu des Rabé Sandra Sandratana. Tana. Ouais, on a tout vu, tu vois, des Liacer, des tout Bien ça. sûr. Aujourd'hui, toi, quand tu vois Paris, cette saison, t'en penses quoi? Tu la vois comment? Alors attends, je vais d'abord regarder the big picture. Mhm. Si on prend Paris aujourd'hui, il faut quand même se remémorer que le Qatar achète le PSG, je crois, à 70 millions d'euros ou Exactement. 65 millions d'euros. Je crois que le PSG aujourd'hui est valorisé à plusieurs milliards. Je crois que c'est du jamais vu peut-être dans l'histoire du sport ou d'une franchise sportive en 10 ans, en un peu plus de 10 ans, de transformer une marque inconnue au bataillon en la marque la plus connue du monde. Parce que, excuse-moi, mais moi je suis fier quand je vois les joueurs de NBA arriver avec leur hoodie PSG, des LeBron James, des grandes stars américaines du cinéma, des Spike Lee qui ont le... Je sais pas si on se rend compte. Et en plus, ils connaissent le PSG, ils connaissent enfin, la marque PSG, elle dépasse le cadre de ce qu'on pouvait imaginer. Déjà, ça, c'est incroyable. Pour la ville de Paris, pour la jeunesse et pour les amoureux du PSG qu'on est. Maintenant, si on parle de cette année, j'ai un peu peur. Ah ouais? Ouais, j'ai un peu peur parce que, quantitativement parlant, on a un peu ric-rac. Regarde, aujourd'hui, il y a un gros big up à Presnel Kimpembe qui est blessé.
Et hop, il faut compenser avec Danilo en défense centrale. Ramos, il est âgé, donc il peut se blesser à tout moment. Et c'est vrai qu'il nous manque... tu vois, je pense que j'aurais aimé... après, je vais sortir des noms et tout, mais j'aurais aimé un Frankie de Jong au milieu. Il voulait pas venir. Tu peux pas ouais, prendre un ouais. joueur qui veut pas venir. T'es sûr de ça? Il voulait pas venir. voulait pas Frankie venir. de Jong, bah oui. Il fallait prendre Fabinho avec Mbappé, alors. L'année où on fait Mbappé-Neymar, vrai, fallait prendre c'est vrai, Fabinho. c'est Lui, il vrai. voulait venir. C'est vrai, exactement. Tu vois, il nous manque ce profil-là. Il nous manque un vrai dépositaire du jeu au milieu de terrain. Parce que Vitinha et Verratti sont similaires, mais c'est vrai qu'il nous manque Mota. On n'a toujours pas remplacé Mota. J'aurais même pris un De Ligt Non, qui est il allé au voulait pas Bayern. venir. Aussi, Il putain, voulait pas venir. mais ils veulent tous Il voulait pas venir. venir. Non. Ils veulent Mais tous venir. Après, encore une fois, il y a eu tellement d'échecs cuisants C'est ça. en Ligue des Champions qui n'a pas aidé aussi. C'est vrai, qu'ils n'ont pas aidé, ouais, bien sûr. Excuse-moi. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire, donc, Mais Lewandowski, c'est sûr qu'il voulait pas venir. Lui, il avait le Barça en tête, c'était que le Barça. c'est ça. Mais je suis persuadé que le reste, en égo, ça aurait peut-être pu. Mais en tout cas, j'espère, la saison va se jouer, la saison va se jouer au mercato d'hiver. Il y a deux choses. C'est mercato d'hiver, il va falloir essayer de faire 2-3 bonnes opérations. Et surtout, retour de Coupe du Monde. Dans quel état on va récupérer nos 3 big stars Moi, je de pense devant. que c'est plutôt la deuxième option. Après la Coupe du Ouais. Monde, on verra tout ça. C'est ça, ouais, exactement. Parce que je te donne une configuration. Imagine la France éliminée en quart, l'Argentine éliminée en huitième et le Brésil éliminé en demi. Dans quel état on récupère nos 3 C'est gars vrai. là devant, tu vois? Parce que c'est possible aujourd'hui. Tu sais pas comment. En tout cas, moi, ça me fait peur pour l'équipe de France. J'espère qu'on va la gagner. J'en rêve. Mais putain, en ce moment-là, l'atmosphère dans le foot français, là, c'est sombre. Hein. C'est vrai. Mais tu sais, la Et réalité... d'ailleurs, mettez un coup de pied dans la fourmilière à la FFF. Là. Personne n'en parle, mais ce qui se passe, c'est très sombre apparemment. Et il n'y a pas beaucoup de médias qui s'attardent dessus. Donc, quand c'était pour Benzema et qu'il fallait le mettre en couverture de tous les magazines et le traiter comme le dernier des criminels, il y avait du monde. Mais là, il y a des histoires très sombres à la FFF. Personne n'en parle. Et gros big up à Benzema qui, malgré tout ce qui s'est passé, va sûrement soulever un ballon d'or, j'espère en tout cas. À l'heure où l'émission sera diffusée, j'espère. Et ça va faire du bien même pour les jeunes et pour tout le monde qui soulève ce ballon d'or. Eh ben, ce sera le mot de la fin, Malik. Malik, au nom de toute l'équipe de We Hustle, sincèrement, nous te remercions. Merci beaucoup. Franchement, pour ta bonne humeur, d'avoir fait le déplacement pour ton cœur. Avec frangin, grand t'as du plaisir. cœur, frérot, ta générosité. Et clairement, le message a été impactant. Et il fera écho auprès de tous. Et Merci. ça, c'est indéniable, mon frérot. Merci mon frérot, merci, bravo à toi, bravo pour ce que tu fais, pour ce que tu entreprends. On s'en parle beaucoup. Tout le monde me parle de We Hustle. J'étais obligé de passer par ici et ce n'est que le début. Je suis persuadé qu'il y a de grandes choses qui t'attendent encore. Mille merci, frangin, mille merci. Merci beaucoup, force. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme Malik Bentala pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.